Et donc, je suis allé m'inscrire à la rentrée 72-73 à Sciences Po. Sciences Po Paris. Et là, j'ai fait l'expérience de la constante macabre, mais pas dans la bonne case. Je suis devenu instantanément de bon élève, un cancre. J'ai terminé mon année de Sciences Po, la première année, ce qu'on appelle l'année préparatoire, si vous voulez, qui en fait est une première année. Je l'ai terminée avec ma meilleure note dans toutes les matières de toute l'année, aura été un 6 sur 20. Et je m'y attendais pas du tout, enfin bien sûr. Sciences Po, comment vous dire ça? Pour ma mère, ça a été un moment extraordinaire. Elle frimait dans la cité quand elle allait faire les courses. Elle disait « Bonjour, vous avez du pain pour un étudiant à Sciences Po ?» J'aurais du steak pour quelqu'un qui fait Sciences Po. Enfin, tu vois, je veux dire, elle n'en pouvait plus, quoi. Et elle était ultra fière. Et à Sciences Po, j'ai tout de suite compris qu'il y a un truc qui collait pas. J'avais un nom trop court, déjà. Lepage, L-E-P-A-G-E. Là, ma mère a manqué de nez. Enfin, elle aurait dû m'inscrire de Lepage, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pété de noble. Et alors moi, c'était un gros choc venant de mon HM parce qu'à l'école, on m'avait raconté dans le secondaire qu'on leur avait coupé la tête à la Révolution. Alors on les a pas tous eus. Il en reste, hein, ils sont à Sciences Po. Et d'ailleurs, les bons républicains, hein, les vrais Français républicains, vous le savez, tous les 21 janvier, date anniversaire de la décollation du citoyen Capet, font une tête de veau. Hein, il y a encore des restaurants qui maintiennent cette tradition pour rappeler qu'il reste 200 familles qui relèvent de la justice du peuple. Et donc, je suis arrivé, alors, en laboratoire de langue, on s'inscrit, je me rappelle très bien, on nous donne une carte perforée avec une case par lettre, vous savez. Et donc moi je commence à rédiger, puis à côté de moi une très grande fille, une belle nana qui fait « Monsieur, quand on n'a pas la place, comment fait-on ?» Alors le mec, c'est un appariteur, c'est des prolos, c'est des rapatriés d'Indochine qui ont des places dans les administrations. Le mec, il dit « Vous vous appelez comment, mademoiselle ?» La fille, elle fait « Marie-Cécile de Pouilly-Choiseul de Rochambeau-Poligny. » Et le mec, il lui dit « Mettez Pouilly. » Il y a un rituel qui existe toujours, on me l'a confirmé encore récemment. On est 400 dans un amphithéâtre, on est tous en costard, en blazer, bleu marine souvent. Moi, ma mère m'avait fait faire un costume sur mesure dans un magasin parisien qui s'appelait La Belle Jardinière. Ils avaient fait du costard sur mesure pour les pauvres avec une machine qui s'appelait le bodygraph. Donc j'avais un costard bodygraph Belle Jardinière avec un pantalon en flanelle grise qui gratte. Je ne sais pas comment les riches font avec la flanelle grise, c'est insupportable. Et puis j'avais ma cravate, les cheveux rasés, les pompes cirées, et puis je me baladais avec le Frankfurter Allgemeine, Le Monde et l'Herald Tribune sous le bras tous les jours. Et je lisais surtout Snoopy, hein, moi. Donc il y a un gros bonhomme que je ne connaissais pas, mais des tas de gens le connaissaient, des gens de mon âge. Il s'appelait Raymond Barre, on est en 73, il était promis à un grand avenir, certains le savaient déjà. Alors, je vois ce gros bonhomme, et ce type nous dit « Mademoiselle, messieurs, ici vous n'êtes pas dans une fac. » T'as tout le monde qui fait comme ça. Vous êtes dans une grande école. Vous êtes l'élite de la nation. Tu vois, t'as 17 ans, 3 quarts, parce que moi je suis né en novembre, et t'as un mec qui te dit vous êtes l'élite de la nation. Et là tu fais oui, au fond, c'est pas faux. Messieurs, les demoiselles, c'est fini. Mesdemoiselles, les garçons, c'est terminé. Vous allez travailler comme jamais de votre vie vous n'aurez travaillé, et à la fin de l'année, il n'y a que la moitié d'entre vous qui passera dans l'année suivante. Tu regardes un peu le mec, super ambiance, hein.
T'en as qui se précipitent à la bibliothèque pour déchirer les pages intéressantes dans les livres pour pas que les autres les aient. Tu vois, une ambiance coopérative un peu, tu vois, je veux dire. On t'apprend le capitalisme tout de suite, quoi. Et donc, je me retrouve et je fais l'expérience de ma classe sociale. Vous savez qu'on a tous, on raconte ça dans une autre conférence gesticulée qui s'appelle Chez moi, on ne parlait pas de politique à la maison. On raconte comment chacun dans cette salle, il y a un moment de notre vie où nous découvrons notre classe sociale. Quand on est gosse, on ne sait pas. Même quand on est riche, on ne sait pas qu'on est riche. Puis il y a un moment, parce que vous allez faire du babysitting chez un riche qui va vous servir un saladier de framboise, vous croyez que ça poussait qu'en barquette. Enfin, il y a un moment où vous allez découvrir votre classe, vous allez vous situer dans l'échelle sociale. Moi, c'est à Sciences Po. Parce que je sortais de mon HLM, vous voyez que j'étais un peu l'élite de mon HLM. Mon père était comptable, il a eu sa première voiture en 63, une 2 chevaux, et les autres allaient en mobilette, les pères de mes copains à l'usine. Donc moi, je me prenais un peu pour le dessus du panier, quoi. Et puis là, t'arrives à Sciences Po, dans la gueule du dessus du panier. T'as que des Macron partout, tu vois. Puis des fils et des filles de ministres, il y avait la fille de Perfit, il y avait, enfin bref, des deux dans tous les coins. Enfin, tu vois. Et puis, très rapidement, il y a un truc qui va pas. C'est un choc de classe sociale. Par exemple, ils s'invitent et moi je ne pouvais pas renvoyer les invitations. J'ai été une fois dans un château, une fois j'ai été à Deauville dans une baraque insensée, mais je veux dire, mon TD, on est 25, je ne pouvais pas les inviter dans le F3 de mes parents. Enfin, tu vois, je veux dire, ça ne marchait pas le truc, tu vois, je veux dire. Et donc voilà, ils vous disent rien, juste vous faites partie de ceux qui ne renvoient pas les invitations parce que vous êtes trop pauvres. Et donc, plein de petits détails. Comme ça, j'ai discuté avec un mec sympa. Ils sont sympas, les riches, pour la question. Il dit, tu fumes, toi Je dis, non, je fume pas. Et lui, il me dit, moi non plus. Père m'a dit, parce qu'ils disent pas papa, ils disent père, enfin, c'est des codes. Ils disent, père m'a dit que si je ne fumais pas jusqu'à 20 ans, il m'offrirait 75 hectares de blé dans la Beauce. Et donc, d'accord. Donc, 75 hectares, ça faisait 20 briques de l'époque, tu vois, 20 millions. Bon, en ancien franc, enfin bon, bref, 20 patates, 20 boules, enfin bref. Et donc le mec, parce qu'il fume pas, il a ça. Moi, je ne fumais pas non plus. Tu sens tout de suite que l'histoire de l'égalité des chances, enfin, c'est... Tu sens qu'on n'a pas les mêmes armes, quoi. Tu vois, la bourgeoisie, la vraie, enfin, tu la vois, là. Ça va être plus difficile que prévu pour la foutre en l'air, quoi. Enfin, ils ont quelques... Il y en a un qui nous dit un jour, on va boire un pot chez moi, j'habite tout près dans le 17e. Parce que c'est Sciences Po, l'année préparatoire, est à Dauphine. Dauphine, c'est une fac dans le 16e, c'est l'ancien siège de l'OTAN. C'est une fac en fer à cheval, comme ça. Et donc, le gars habitait en face du parc Monceau. Alors, nous voilà tous, pom, avec nos blazers, nos pantalons en flanelle grise qui grattent. Et on arrive en face du parc Monceau devant un immeuble, et là, le mec fait c'est là. Et moi, je pose une question de prolo, je lui fais c'est quel étage? Et le mec dit tout. Je suis pas, même aujourd'hui, je ne suis pas capable d'estimer ce que ça veut dire que de posséder un immeuble de 6 étages en face du parc Monceau. Je ne peux pas le chiffrer, en fait. Je ne suis pas capable. Et donc que des trucs comme ça. Un jour, il y a un mec qui m'arrête dans un couloir, physiquement. Le mec, il m'arrête comme ça. Blam, comme ça. On est 400 là-dedans, on ne se connaît pas. Blam. Il regarde la marque de mon blazer, le mec. Puis il voit Bodygraph Beljarnia, il fait... Puis il s'en va. Non, je dis à ma mère s'était fendue. Enfin, ça lui avait coûté des sous, quoi, de faire ça. Tu vois, c'était pas rien, quoi. Enfin, et donc, des trucs comme ça. Et donc, j'avais pas les codes. Je n'avais pas les codes. Et j'étais confronté à 1001 trucs comme ça du matin au soir. C'était assez terrible. Et alors, ce que j'avais fait, sur un coup de tête que j'ai mis des années à comprendre, c'était pas prévu, j'en ai pas parlé à mes parents, mais je suis allé m'inscrire sans rien demander à personne. Je me suis aussi inscrit à Langzhou, aux langues orientales, et je me suis inscrit en chinois. Alors faites très attention parce qu'on est en 73, et s'inscrire en chinois en 73 est un acte surréaliste. C'est-à-dire que c'est un geste d'une poésie infinie, si vous voulez. Ça ne peut avoir en 73 aucune espèce d'utilité de traduction sur le marché du travail. Aucune. Aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Chinois première langue, hein. Oublie les maths. Et donc c'est là que ça se passe. Mais en 73, on ne savait rien de la Chine. Le premier président, c'est un Français, il s'appelle Georges Pompidou, à être allé en Chine en 73. On ne savait rien. D'ailleurs, il s'appelait Peng. En chinois, ça veut dire pourri.
Et donc, c'est vrai. Et donc, on savait juste qu'ils avaient aboli la propriété et qu'ils cultivaient des carottes en chantant dans les communes populaires et ils avaient installé le paradis en Chine. C'est tout ce qu'on savait. Et donc, je m'inscris en chinois et je fais ça maintenant, je sais pourquoi. C'était pour avoir un truc que mes parents ne pouvaient pas récupérer, un truc qui était à moi. C'est-à-dire, Sciences Po, je l'ai fait pour eux. Je dis, ok, ça c'est pour le chalet. Mais chinois, ça, vous ne pouvez rien en faire. C'est un truc. C'est comme s'inscrire au quechua aujourd'hui, tu vois. Je veux dire. Alors ma mère a pas trop aimé la plaisanterie. Alors d'abord, elle a voulu que je m'inscrive en russe. Elle était russe. Et puis alors elle est vite retombée sur ses pieds. Elle m'a dit bon tu seras ambassadeur en Chine. Et moi, je le croyais. Pour vous dire la foi que j'avais dans l'éducation nationale, c'est que ça ne me posait aucun problème en venant de mon HLM de banlieue, tu vois, avec mes parents qui nous avaient filé les chambres et qui dormaient dans un clic-clac qui dépliait dans le salon, tu vois. Ça ne me posait aucun problème de penser que je serais ambassadeur en Chine. Très vite, je révise mes jugements. Hein. Déjà, attaché culturel, ça serait bien. Et puis, gardien de parking, je prends. Enfin, je veux dire... Mais c'est pour vous dire la foi que j'avais dans le système éducatif. Je pensais qu'il suffisait de travailler, puis je serais ambassadeur en Chine. Alors, ce qui était absolument incroyable, c'est que chinois, c'était au même étage, dans une aile différente, à Dauphine. Les départements chinois et japonais sont à Dauphine. Le russe, à Asnières, enfin, ils sont éclatés un peu partout, Langzhou. Et donc, ce qui était absolument fou, c'est que dans la même journée, je quittais des gens détestables, cause de riches, atroces, une ambiance pourrie, enfin, vraiment, et popom, et j'arrivais à Langzhou, où là, il y avait tous les Mao de Paris avec des cheveux jusque-là, tu vois. Des gens incroyables qui avaient 50 ans, qui étaient allés en Chine avant la Révolution, avant 49, d'autres qui avaient réussi à aller en Chine avec les amitiés franco-chinoises, qui était un truc d'extrême gauche. Puis alors, attention, hein, l'extrême gauche de l'époque, ça avait une autre gueule que l'extrême gauche d'aujourd'hui, hein, je voudrais pas dire... Je voudrais pas balancer, mais enfin, je veux dire, à l'époque, les mecs, ils balançaient pas des trombones sur les TGV. Ils calculaient la taille du coffre pour mettre un cadavre de patron, tu vois. Enfin, je veux dire... Donc, j'avais une autre gueule comme extrême gauche. Et donc, enfin, quand tu vois que les médias traitent Mélenchon d'extrémiste... Ah bon? C'est vrai, extrémiste, l'autre? J'en ai déjà vu des extrémistes, tu vois. Bon, bref. Et donc, il y avait que des gens merveilleux à Langzhou. Donc j'avais que des crétins à Sciences Po, et hop, des gens mais fabuleux. Alors quand ils m'ont vu arriver la première fois avec mes cheveux rasés, mon costard bleu marine, tu vois, ils ont fait mais qu'est-ce que c'est que ça, un facho, tu vois. Alors ils ont compris que c'était un prolétaire qui essayait de faire de l'ascension sociale, donc ils m'ont pris sous l'oreille, ils m'ont dit viens, on va t'expliquer, viens. Et donc, et puis j'étais bon en chinois. Autant j'étais mauvais à Sciences Po, c'est une catastrophe Sciences Po. J'ai fini en dépression nerveuse, je pleurais, je ne savais même pas pourquoi. Autant Langzhou, j'étais bon. Pourquoi ? Parce que c'est une langue qui se chante. Et comme ma mère m'avait dressé à faire l'imitateur, vous vous rappelez, j'adorais ce truc. Parce que pourquoi on est mauvais en anglais en France ? À cause du système éducatif qui nous pénalise, qui nous fout parce qu'on n'ose pas. L'anglais, c'est une langue diphthonique et même triphthonique. D'accord ? Je vais à l'école en anglais, c'est I go. I go to school. C'est pas I go. En français, t'es là, I go. I go to school. C'est pas I go, ça n'existe pas I go, c'est I go to school. I go to school. Et donc là, je me retrouve en chinois. Alors le chinois, le problème du chinois, c'est que si vous la chantez pas correctement, ça veut rien dire, ça veut dire autre chose, puisque en fait, c'est une langue principalement monosyllabique. Monosyllabique, ça veut dire qu'ils n'ont pas inventé de mettre plusieurs syllabes ensemble. C'est en train de changer. Mais grosso modo, une fois que vous avez fait ping, pang, pung, pung, ching, chang, chong, chung, c'est vite limité les monosyllabes. Hein. C'est pour ça que quand on se moque des Chinois, on fait ching, ching, chong, chong, ching, ding, chong. Bon. Et donc, ils ont inventé un système de tons. Si vous le chantez différemment, ça veut dire un autre mot, la même syllabe. Vous imaginez le truc ? Par exemple, si vous dites ma au ton neutre,
C'est le point d'interrogation à la fin d'une phrase. Vous mettez ma à la fin d'une phrase, ça en fait une phrase interrogative. Mais si vous dites ma, ça c'est maman. Si vous dites ma, c'est le verbe disputer. Si vous dites ma, c'est le cheval. Et ma, c'est l'écurie. Donc si vous dites ma, ça veut dire est-ce que maman dispute le cheval dans l'écurie? Je veux dire, le problème du chinois, c'est que si tu chantes pas le truc correctement, ça veut rien dire. Tu vois, t'arrêtes un mec dans la rue à Pékin, tu vois, parce que tu penses lui dire bonjour monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve la gare? Mais en fait, tu lui dis fourchette, camembert, couteau 3 fois demain. Et puis en plus, c'est pas les mêmes tons entre la Chine du Nord et la Chine du Sud, tu vois. Donc les Chinois qui se parlent dans la rue, des fois, vous les voyez faire ça comme ça sur la main, ils dessinent l'idéogramme parce qu'ils n'ont pas le même ton. En cantonais, il y a certaines régions de Chine où il y a 9 tons. En pékinois, il y en a 4. Et il y a certaines régions, il paraît, au Vietnam, où il y a jusqu'à 13 tons à un moment. Et donc, par exemple, si vous dites wow au 3e ton, regardez bien, ça descend et ça remonte. Wow, d'accord? Vite, ça fait wow. Ça, c'est je. C'est le pronom personnel, c'est je. Si vous dites shi au 4e ton, ça ne fait que descendre. Shi, d'accord? Ça, c'est le verbe être. Donc, wow, shi, ça veut dire je suis. Ah. Mais si vous dites wow, ça ne fait que monter. Oh, 2e ton, ça c'est 5. Et ch, au 1er ton, ch, ça bouge pas, ça c'est 10. Et donc, oh, ch, c'est 50. Donc pour dire j'ai 50 ans, c'est oh, ch, oh, ch. On essaye 1, 2. Vous voyez le truc? Vous voyez le bordel? Et moi, j'adorais ça, j'étais bon. Alors, on avait une petite prof de chinois, Madame Chan, j'adorais, elle était magnifique, cette femme, elle était extraordinaire. Et alors, elle essayait de nous faire chanter le truc correctement. Mais alors, par exemple, elle disait Brunet. Wo shi fa, donc, wo shi fa guo ren, je suis français. Wo pu shi zeng guo ren, je ne suis pas chinois. D'accord, donc, wo shi fa guo ren. Alors, elle disait, Brunet était, wo shi fa guo ren. Non, non, non. 我是法国人，我是法国人。Non, 我是 non. Au bout d'un moment, elle disait le page fait-nous ça bien. Moi, je disais 我是法国人. Elle disait oui, 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 Madame Chan est très contente, très contente. J'adorais le chinois. Alors là, on vient d'attaquer le vol en aérologie thermique. Hein, donc là, ça rigole plus. Là, on va faire de l'ascension sociale. Là, on y va. Je vous ai dit qu'une bulle thermique, c'est une colonne d'air chaud qui monte. Je vous ai pas tout dit. C'est une colonne d'air chaud qui monte, qui se refroidit et qui descend sur les côtés, qui est renouvelée par l'air du milieu. Ça veut dire que quand vous rentrez dans un thermique, vous rentrez d'abord dans de l'air qui descend, puis vous rencontrez de l'air qui monte. Ça veut dire que vous allez prendre, votre voile va prendre de l'air qui descend, elle va plonger, puis là vous rencontrez de l'air chaud, elle va cabrer, d'accord? Si vous avez une roue doudou, ça va faire pof pof, ça y est, on y est. Si vous avez une satanaque, ça va faire bla bla, ouais, ah, trop cool, on va crever. Ah, tu vois, bon, bref. Et donc la puissance de l'ascension va dépendre, elle est matérialisée par la taille du nuage, hein, puisque en fait, alors pas de nuage ciel bleu, a priori, ça monte pas. On va pas rentrer dans le détail, on va pas finasser, mais a priori, ça veut dire que l'air est stable, il n'y a pas de thermique, tout est... petit mouton, cumulus humilis, le cumulus humble. Cumulus humilis, sous un cumulus humilis, ça va monter 2 mètres secondes, et comme votre voile descend elle-même d'1 mètre seconde, ça va monter en fait 1 mètre seconde, c'est lent, hein. Ça va tourner, t'es tranquille à votre altimètre qui va faire bi, 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 parce que vous avez un machin qui vous indique quand ça monte et quand ça descend. Ça permet de tricher. C'est comme à l'école. Hein. À l'école, il faut faire monter la note, c'est tout. N'importe quel moyen. Tu prends des trucs pour tricher. Voilà. On n'est pas là pour apprendre, on est là pour faire monter une note. Bon. Sauf en Indre-et-Loire. Et donc, ça va monter. Alors ça, tu vois, c'est quoi comme étude? Ça, c'est fac d'anglais. Enfin, tu vois, c'est un truc... c'est lettres modernes. Enfin, des trucs... bon. Et donc, puis plus le nuage est gros, plus ça monte fort en dessous. Alors après, vous avez le cumulus congestus.
Alors, Cumulus congestus, il est déjà moins jaune, il est plus gris, parce que la lumière passe plus à l'intérieur, ça commence à envoyer du 8 mètres secondes là-dessous. Là, c'est fac de médecine, tu vois, médecine, archi, des trucs, il va falloir se battre là-dessous. Mais ça monte, 8 mètres secondes, ça envoie du lourd déjà, ça envoie du steak, t'es là-dessous, tu vois. Mais voilà, tu vas gagner de la thune, tu vas être médecin, ça va y aller, quoi. Et puis ça grossit, et puis plus ça grossit, plus ça monte fort sous un nuage, jusqu'au cumulonimbus, le nuage d'orage. Et là, en parapente, on ne va pas jouer quand il y a de l'orage. Les avions de ligne ont l'interdiction de traverser un cumulonimbus. Dans un cumulonimbus, vous avez... alors le cumulonimbus, c'est un nuage qui pompe toute la masse d'air sur 70 km autour de lui, qui la hisse à 10 000 mètres d'altitude. Il n'y a plus d'oxygène, il fait moins 60. D'accord ? Et dans un cumulonimbus, vous avez des orages, de la foudre et des grêlons qui peuvent faire jusqu'à 2 kg et qui peuvent passer à 200 km/h en cisaillante horizontale ou en cisaillante verticale. C'est-à-dire, il y en a qui vont dans ce sens-là et d'autres dans ce sens-là. Vous êtes avec votre roudoudou, tu vois. Le bac, c'est une cisaillante. L'entrée dans le thermique, vous avez compris, c'est de l'air froid et de l'air chaud. C'est une cisaillante. Cisaillante, c'est trop scolaire. Tu passes ton bac, trop scolaire. T'es cisaillé. Et donc, on ne va pas, on fait pas de parapente quand il y a de l'orage. On n'est pas idiot, on n'est pas suicidaire. Le peu de gens qui ont été aspirés par un nuage, il y en a très très peu. Ils ne sont pas là pour le raconter. Il y en a un qui a été aspiré à Annecy et le nuage a recraché son corps congelé à Nice. D'accord ? Le mec qui s'est posé, mort, congelé, comme ça. Il y en a une qui a survécu à un cumulonimbus. Les avions de ligne, quand ils traversent un cumulonimbus, ils sont entièrement révisés à l'arrivée. D'abord, ils ont des bosses comme ça dans les ailes à cause des grêlons. Ils ont été foudroyés plusieurs fois. Enfin, voilà. Il y en a une, elle s'appelle Eva Wisniewska. Enfin, un truc comme ça. Elle est championne du monde de parapente. C'est pas... Elle sait ce que c'est qu'un parapente. Et elle a été prise dans un nuage d'orage et elle n'est pas morte. Ce qui est un grand, grand mystère. Vous avez son histoire sur YouTube. Vous tapez « Miracle dans le ciel ». Vous l'avez dans toutes les langues. Vous avez « Miracle in the sky »,« Sky », vous avez tout ça. En fait, elle est en Coupe du Monde et le premier qui s'appelle Kriegel Maurer, qui est un Suisse, qui est une légende vivante du parapente, qui gagne toutes les compétitions, d'accord ? Il est devant et elle est en 2e et 3e position avec un Chinois. Et il y a un orage à gauche et un orage à droite. Alors, le problème de l'orage en parapente, c'est con. C'est que vous pouvez vous faire attraper dans un orage si vous ne faites pas trop gaffe et que le temps est en train de changer. Mais vous savez, ça peut tourner à l'orage à la montagne, vous avez vu ça ? Quand vous êtes randonneur, il y a un moment, vous voyez tous les randonneurs qui descendent dans l'autre sens, ça pue l'orage, le truc. En fait, l'orage, il vous aspire sans que vous en rendiez compte au début en parapente. C'est ça qui peut être embêtant. C'est-à-dire que vous êtes en train de voler à Saint-André, on va dire à Saint-Vincent-les-Forts, à côté du lac de Serponçon. C'est une journée, ça pompe des briques, ça monte de partout, t'as rien à faire, tu te balades au-dessus du lac, c'est trop bien. Puis tu vois sur les Préalpes, sur Saint-André-les-Alpes, là-bas, c'est tout noir. Là-bas, c'est noir. Et là, vous dites, oh, les cons, ils sont sous l'orage. En fait, vous dites, oh, les cons, ils sont sous l'orage. Quand vous vous en rendez compte, c'est merde. Faut descendre. Sauf que c'est pas un delta. Un delta, c'est un rigide, vous mettez le nez vers le bas. Un parapente, c'est une méduse, c'est tout mou. Et donc, il y a des techniques de descente rapide, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, Eva Wisniewska, elle voit Kriegel qui passe, il y a 2 orages, un orage à droite, un orage à gauche, elle dit, s'il y va, j'y vais. Elle s'engouffre derrière, c'est une course. Et là, elle dit, moi, je comprends plus rien, tout devient gris. En fait, les 2 orages se soudent en un seul méga orage. Et elle se met à monter comme une folle. Et quoi qu'elle fasse, elle monte. Son GPS, parce qu'on a la trace exacte de son vol, son GPS va enregistrer un taux de montée de 33 mètres secondes. Le Chinois est foudroyé à 5000 mètres. Blah ! Un concurrent en moins. Elle va s'évanouir à 6-7 000 mètres. Elle est recouverte de glace. Son parapente est plein de grêlons, rempli de grêlons, et elle continue à monter. Et elle va flotter, évanouie, à 9463 mètres, au-dessus du nuage. Vous savez, en avion, c'est joli. Ça fait une mer de nuages en dessous. Il fait moins 50 degrés.
et elle dérive en cercle concentrique parce qu'elle est affalée manifestement dans le coma. On n'arrive pas, les médecins sont incapables de dire pourquoi elle n'est pas morte, parce que vous pouvez tenir 2 minutes sans oxygène. Et on a toute la trace de son vol, donc elle est restée 6 minutes sans oxygène à 9463 mètres par moins 50, et elle fait des spirales comme ça, parce qu'elle est affalée d'un côté, recouverte d'une carapace de glace, et son parapente, qui est plein de grêlons, va se casser en deux, sous le poids des grêlons, plah, elle va tomber. Elle va tomber à X mètres secondes, et sous la force du vent, à 6000 mètres d'altitude, dans la chute, son parapente va se rouvrir, ce qui va la réveiller. Moi, j'ai acheté cette marque. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est une marque allemande, Swing, ça s'appelle Swiss Swing parce que c'était suisse avant. Moi, j'achète allemand. De toute façon, mon aspirateur, c'est un Miel, ma machine à laver, c'est une Bosch. Enfin, tu vois, je veux dire, discute pas. Tu achètes. Ma parapente, il est allemand. Un truc qui te ramène au sol après 9000 mètres d'altitude, j'achète. Je laisse les autres voler sous des voiles italiennes s'ils volent. Enfin, tu vois, je veux dire. Et donc, à 6000 mètres, elle se réveille. Elle secoue, elle enlève la glace qu'elle a partout, elle se retrouve à un moment au centre de l'orage dans une formation où ça ne monte plus. Ça monte autour, mais pas là. Elle va se poser, c'est une championne du monde. C'est une championne du monde. Elle arrive à se poser, et là, comme elle est championne du monde, elle se pose au sol et elle ne bouge plus. Elle sait que si elle fait un pas, elle meurt immédiatement, parce qu'il faut qu'elle attende de décongeler. C'est-à-dire qu'elle a des cristaux de sang congelés qui se baladent partout dans son corps et que si elle fait un pas, elle fait une embolie cardiaque immédiate. D'accord ? Ça, c'est Sciences Po. Et donc, j'ai adopté une technique de descente rapide, radicale, pour sortir de là. Je suis tombé amoureux d'une étudiante en chinois, une étudiante maoïste. Et alors ça, à Sciences Po. D'ailleurs, je me suis suicidé vestimentairement. Le dernier trimestre, j'y suis allé en sabots. C'est vrai. Vous vous rappelez pas les sabots danois en 72, un truc noir là. On s'est pété 15 fois les chevilles avec ça. Et donc j'étais à Sciences Po dans les couloirs. Que tom. Le mec, il m'évitait comme ça. Et donc, alors parce que les techniques de descente rapide en parapente, c'est assez simple. Hein. Vous avez les petites oreilles. Les petites oreilles, vous attrapez les A qui vont à l'extérieur. Vous savez, les A, ils vont sur l'avant de l'aile. Hein. Vous attrapez les A qui vont sur les deux bords de l'aile et vous les ramenez vers vous. Donc, vous fermez votre aile des deux côtés. Donc, vous avez moins d'aile, vous réduisez la voilure, ça va descendre 2,50 mètres secondes. Ça, c'est les petites oreilles. Vous prenez les grandes oreilles, vous prenez quasiment tous les A, sauf vous en laissez dans le milieu. Vous n'êtes pas complètement idiot encore, d'accord ? Vous n'allez pas faire une fermeture frontale de votre voile, d'accord ? Donc vous prenez tous les A sauf 2 du milieu, vous ramenez ça. Là, votre voile, elle est quasiment fermée, il ne reste plus que de la voile dans le milieu. Ça vole encore très bien. Là, vous allez descendre 4 mètres secondes. Vous avez les B. Vous tirez les B. Si vous tirez les B, ils vont casser votre voile dans toute la longueur. Ça va descendre 8 mètres secondes, mais c'est très désagréable parce que les baies, ça fait ce qu'on appelle les essuie-glaces, c'est-à-dire que votre voile va faire... C'est assez pénible. Vous avez le 360 engagé. 360, c'est quand vous tournez en rond. Alors 360 doux, c'est pour monter. 360 engagé, vous mettez le frein là, et là, évidemment, votre voile va faire... comme ça, elle va se mettre face horizontale planète, et vous allez tourner autour comme ça. L'idée, c'est de s'arrêter avant le sol. Sauf que vous allez prendre 3G, et que si vous ne savez pas prendre 3G, vous allez avoir un phénomène qui s'appelle le voile noir, qui est un phénomène d'ivresse. Ah, c'est cool, blah. Donc, ça, je fais pas. J'ai commencé à travailler mes 360 engagés pour frimer, parce que j'ai organisé un petit stage d'été avec des gesticulants, des conférenciers gesticulants, pour qu'ils deviennent gesticu-volants. Et donc, ils étaient tous débutants, tu vois, donc ils apprenaient à voler. Tu sais, moi, j'avais déjà mes 10 ans de parapente, mais 10 ans de parapente débutants. Et donc, j'ai un peu frimé devant eux, tu sais, genre... tu dis, ouais, bon Franck, qu'est-ce que tu veux faire ? Je travaillerais bien mes 360. Donc le mec, il veut pas de problème. Et donc, c'est génial, parce qu'en bas, il me filmait, et moi, j'avais ma GoPro qui enregistrait tout ce moi.
Et donc, je suis là, bon, ok, Franck, bah écoute, ok, donc tu enclenches un virage, donc ok, d'accord, ok, donc tu commences à tourner, ok, bien, elle va prendre un peu de vitesse, tu la visses maintenant, vas-y, visse là. Et là, c'est génial, ça fait. Là, en gros, je relève la main, sur la GoPro, on m'entend faire. Là, je pars en chandelle comme ça, avec la voile dans le dos, puis je plonge comme ça, tu vois, tu me mets même le noyau de l'olive dans le cul, je fais de l'huile. Hein, et donc, c'est génial parce que mes copains qui ne savaient pas que j'étais en train de hurler ma mort, tu vois, ils étaient là en disant « Putain, c'est cool ce qu'il fait », tu vois. Voilà, donc je ne suis pas un gros fanat du 360 engagé. J'ai déjà réussi à faire un tour, c'est pas mal. Sinon, vous avez le décrochage. Donc le décrochage, en parapente, on appelle ça entre nous le reset. Le décrochage, ben voilà, comme son nom l'indique. Hein, c'est-à-dire là, bon, vous êtes dans un truc qui monte, il faut absolument descendre. Là, non, ça rigole plus. Donc, ok. Donc là, on va la décrocher carrément. Donc, alors votre voile, elle est piqueuse. Elle est orientée pour avancer comme ça. Donc, bras haut, si vous ne touchez pas au frein, vous êtes vitesse max. Vitesse max. Elle va à 35 à l'heure, plus le vent que vous avez derrière. Bon, ça, c'est pour être... Voilà, vous allez être médecin. Vous allez être médecin, vitesse max. Si vous la redressez, vous commencez à freiner, vous la redressez. Là, vous allez à finesse max. Finesse max, elle va moins vite, mais elle va plus loin. C'est des études plus... Tu vois, c'est pour être chargé de mission au conseil régional, un truc comme ça, peinard, tu vois, je veux dire un truc comme ça. Vous la redressez encore, vous passez un taux de chute mini. Là, elle avance presque plus, mais elle descend très peu, comme ça, lentement sur place. Bon, ça, c'est... Bon, je ne le dis pas. Et puis, et là, votre voile vous parle. Votre voile, il y a un point dur. Là, vous tenez les freins, c'est dur. Et là, votre voile est en train de vous dire... Tu fais comme tu veux, mais je serai toi, je ne descendrai pas les mains plus bas. Sauf que vous voulez la décrocher volontairement, et donc là, vous faites OK, vous faites 2-3 tours de frein pour avoir de la marge, vous calez les pieds sous les fesses, vous prenez votre respiration, et vous faites, allez, on y va. Là, votre voile va dire, ah, OK. Là, elle va faire, vous allez tomber ou voler sur le dos en marche arrière. C'est très curieux. Votre voile est au-dessus de vous, fait comme ça, et vous êtes sur le dos. Il ne faut surtout pas relever les mains. Parce que si, quand vous avez décroché votre voile et que vous êtes en train de tomber en marche arrière sur le dos, si vous avez peur et que vous dites oh, « je relève les mains », en fait, vous lui donnez un ordre. Vous lui dites « vole !» Et là, votre voile, elle va dire « d'accord !» Et là, elle va faire « chla !» Je vous le fais au ralenti. Chla. Wow. Wow. Putain, on voit bien la marque. Hein. Wow. Oui, mais là, faut pas qu'elle aille plus loin. Hein. Wow. Et là, elle s'arrête et vous tombez dedans. Elle se referme sur vous et vous descendez 30 mètres secondes enroulé dans un papier de bonbons. Et là, si vous êtes en école, il vous dit « Secours, secours, parachute de secours, tout de suite, tout de suite !» Si vous avez un secours. Si vous le trouvez. Si le velcro veut bien venir. Il faut extraire le pod. Il faut le lancer. Parce que là, vous avez un parachute de secours. Mais si vous le lâchez, il descend à côté de vous en vous regardant. Il faut le lancer pour que tous les petits élastiques twing, 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 sautent et que la corolle s'ouvre et arrête votre système, arrête votre voile. Mais le lancez où? Vous êtes enroulé dans une voile. Bon, d'accord, de temps en temps, il y a un petit coin de ciel bleu. D'accord. Ah, terrible. Donc, c'est ça que j'ai choisi. Je suis tombé amoureux d'une étudiante en chinois. Une fille incroyable. Incroyable. Elle m'expliquait le capitalisme, la lutte des classes. Moi, j'étais là. Non, attendez, parce qu'il faut que je vous dise, mon père était gaulliste, hein, donc anticommuniste, donc il ne faisait pas de politique. Et donc moi, à Sciences Po, j'avais fait un pas vers la gauche pour vous. J'étais de gaulliste de mon père, j'étais devenu centriste. Je m'intéressais au centrisme. Je lisais Edgar Faure. Tu vois, mon niveau politique de l'époque, c'était à peu près le centre, c'est mieux que les extrêmes.
Les extrêmes, c'est pas bien. Déjà, rien que le nom est moche. Les extrêmes. Oh, et donc, tu vois à peu près le niveau. Et là, tu as une maoïste qui m'expliquait la lutte des classes, la domination masculine, le sexisme, le racisme, le machin. Moi, j'étais là, waouh, 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 waouh. Et c'est une fille magnifique, une fille incroyable. Et alors, un jour, on était au Resto U, et je vois qu'elle a des pansements sur les poignets, et je dis, c'est quoi? Un petit peu embêtée, elle m'explique qu'elle a fait une bêtise, parce qu'elle vient de se faire larguer par son mari. Elle avait 20 ans, j'en avais 18. Elle était mariée déjà, et puis il avait jeté l'autre. Et donc, voilà, elle fait une bêtise. Et puis, moi, j'étais très impressionné. J'étais là, waouh. Et puis, elle se lève, on va pour sortir. Elle tombe dans les pommes, elle s'évanouit. Blanc. Donc, je la ramasse. Première fois que je prends une femme dans les bras. 18 ans. J'étais un peu en retard sur ces trucs-là. Mais j'ai pas le temps de tout vous raconter, mais... J'avais pris une grosse gamelle à 13 ans, à 14 ans, dans ma cité. Dans les cités, ils vous marient. Donc un jour, ils ont dit, Franck, il va sortir avec Colette. T'as toute la cité qui parle de ça. À la prochaine boum, Franck et Colette, ils sortent ensemble. Colette avait déjà pris un peu d'avance, tu vois. Moi, je connaissais pas ces trucs-là. Je savais qu'il fallait faire des trucs avec la langue, mais j'avais pas tout pigé, tu vois. Et en fait, t'as un mois, t'as mal au ventre, quoi. Pire que le bac, tu vois. T'es là. Et puis arrive la fameuse boum, la boum. Et là, tout le monde sait que Franck va sortir avec Colette. Tu vois. C'est terrifiant, ce truc. T'as 14 ans, moi, j'ai flippé le slow le plus long de ma vie. A Whiter Shade of Pale, Procolarum, 7 minutes 30. Na, 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 na. Tous tes potes. Na, 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 na. Puis ta Colette. Na, na, et à un moment, tu te lances, quoi. Tu vois, t'as trop peur, mais... L'autre, elle m'explose de rire à la gueule devant tous mes copains. « Ah, mais tu sais pas embrasser !» 4 ans. Oh. Je draguais des nanas, je tombais amoureux, mais au moment de passer à l'acte, machin, là, tu vois, bloqué. Je me suis rattrapé. Hein. Et donc, et là, elle me tombe, donc, complètement impressionné. Et là, elle me fait « Ramène-moi chez moi en taxi. » En taxi? Putain, c'est pas ma classe sociale, je sais pas comment on fait, je sais pas, hep, taxi, je sais pas comment on fait, tu vois, je veux dire. Ma mémé m'avait donné un peu d'argent de poche, donc je la ramène en taxi chez elle, un super appartement, son mari dans le 17e, un truc, c'était pas une riche elle, mais lui, enfin bref. Et donc je me retrouve dans cet appart, et en fait je vais la tenir dans mes bras toute la journée sur leur lit, mais je ne vais rien faire, hein, on est d'accord, rien, je vais la tenir, tu vois, sauf que moi je tombe amoureux, définitivement. Complètement. Il va y avoir 4 jours assez curieux où elle va me proposer qu'on sorte dans Paris, faire des trucs. Moi, je lui dis, ouais, je vais t'emmener, je connais des endroits sympas. Je l'emmène dans un club folk, s'asseoir par terre pour écouter du Marcel Dadi. Kaplonk, 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 kaplonk. Elle me dit, c'est nul, on se fait chier, on peut pas aller ailleurs. Je dis, ouais, si tu veux, tu veux qu'on aille où? Elle me dit, viens, on va boire un pot. Elle m'emmène à la London Tavern. Elle prend un whisky, je prends une glace à la fraise. Tu vois. Et puis elle sort de là, et je me rappelle comme c'était hier, elle me dit, écoute Franck, le prends pas mal, mais on va arrêter là, merci, c'était sympa, mais excuse-moi de te le dire, mais j'ai l'impression de sortir avec le petit prince. Alors, il faut que je vous explique que c'était la mode des maxi-manteaux, donc on avait des manteaux qui descendaient jusqu'aux pieds, et puis j'avais demandé à ma mémé de me tricoter une écharpe au crochet de 4 mètres de long, blanche, parce que quand je faisais 2 tours, ça descendait aussi au niveau des pieds, tu vois. Dessine-moi un mouton, tu vois, je veux dire. Et donc, elle me dit, excuse-moi, mais j'ai l'impression d'être ta grand-mère. Je lui dis, écoute, arrête, on a 2 ans de différence, t'as 20 ans, j'en ai 18. Elle dit, non, mais politiquement, je suis désolé, j'ai l'impression d'être ta grand-mère, quoi. Cette femme est devenue mon mythe féminin personnel. J'ai quitté mes parents à ce moment-là. Quand j'ai raté Sciences Po, j'ai dit à mes parents, il est hors de question que vous payiez des études que je ne réussis pas, je m'en vais. Et j'ai décidé d'aller en chier, en me disant, je vais mûrir. Donc je suis allé à l'usine, hein, on faisait tout ça à l'époque, je suis allé bosser. Ah, ça j'en ai chié, hein. Oh putain, 5h du mat en hiver avec ton Solex pour aller en chier dans une usine, tu vois. Et je me suis dit, je vais grandir, quoi. Et en fait, ce que je voulais mûrir politiquement, mais j'avais un tel retard. Je voulais être capable d'intéresser une femme comme ça, vous comprenez? Je voulais être capable d'intéresser une femme comme ça.
Je lui parlais, qu'on ait des échanges. Moi, j'étais dans ma chambre, j'avais un poster des Beatles sur mon mur. L'autre, elle était allée en Chine. Elle était allée en Chine avec les amitiés franco-chinoises. Elle n'avait pas aimé, d'ailleurs. Elle m'avait dit, en 73, elle m'avait dit, ils sont pas heureux. Il y a un truc qui va pas. Et pourtant, elle les avait pas visités, hein, c'est cadré les visites. Mais elle avait flairé le truc. Tu vois. Et donc, elle était 10 fois plus mûre que moi. Elle me dit, je suis ta grand-mère. Enfin, et donc, je n'ai eu de cesse de rattraper ce retard politique et d'être capable un jour d'intéresser une femme comme elle. Je l'ai revue il y a très peu de temps, il y a 3-4 ans, dans le TGV Paris-Brest. Elle habite Rennes, en fait, et moi, je suis vers Carhaix, dans le Finistère. Et je suis dans le TGV, et mon mythe féminin personnel est là. Le train rentre en gare, elle va descendre. C'est absolument inouï. Vous imaginez pas 40 ans plus tard le choc que c'est de voir mon mythe féminin personnel qui est là, qui n'a pas changé, comme hier. Donc je me lève, je vais vers elle, et je prononce son nom et son prénom à haute voix. Et elle me regarde, elle me dit « Vous êtes qui ?» Okay. Je lui dis « Je suis ton petit-fils quand même. » Enfin, je veux dire, Et donc, il y a un moment un peu bête, vous savez, ah, Langso, 73, et tu fais quoi maintenant? Je suis dans l'éducation populaire, ah oui, le yoga, enfin, tu vois, un truc, machin, foireux, complet, puis bon, on se donne nos mails et notre 06, puis on sait qu'on s'en servira jamais, et puis elle descend, et je vais me rasseoir, je l'ai revue, c'était juste insensé, enfin, toute ma vie a basculé pour elle, enfin, je trouve, enfin, je crois, enfin... Truc de fou, quoi. Et puis, une année plus tard, j'ai présenté ma conférence Inculture 1 à Rennes dans le cadre d'un festival de contes qui s'appelle Mythos, qui est une espèce de festival un peu connu sur le conte. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu mon truc dans un truc de conte, mais bon. Donc, j'y suis allé. Et puis, comme elle était rennaise, je lui ai mis un mail, du coup. Je lui ai dit, voilà, si tu veux voir ce que je fais, je présentais, voilà. Elle est venue. Elle a regardé Inculture 1. Elle est venue me voir à la fin. Elle m'a dit « Waouh, c'est super politique, c'est super radical. » 40 ans, ça m'a pris. Mais ça valait le coup. Alors pour ma mère, ça a été un drame. Ça a été un drame. Pour mes parents, ça a été terrible. Alors mon père était persuadé que j'ai rien foutu. D'ailleurs, il m'a dit un truc terrible. Il m'a dit « Tu vois, ça. » Sous-entendu cet échec, il m'a dit c'est toi. Mais je ne pouvais pas leur expliquer que je ne pouvais pas travailler plus. J'ai travaillé en quantité de travail, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour les ZEP. J'ai travaillé comme un malade. J'ai passé des nuits blanches à faire des courbes à la Giscard là, pour expliquer que quand tu montes l'épargne, ça diminue l'investissement et ça relance la croissance. Des trucs à la con, tu vois. Je veux dire, à faire des sinusoïdes. J'ai passé des nuits à ça pour avoir 6/20 à l'arrivée dans toutes les matières. Enfin, et donc, c'était pas ça le problème. C'était pas une question de travail. Ça jouait sur des codes sociaux, mais je savais pas, moi. J'avais pas commencé le parapente, enfin, tu vois. Et donc j'ai raté Sciences Po. Pour ma mère, ça a été terrible. Elle rasait les murs. Elle dit « Alors, Madame Franck, votre fils, alors comment ça se passe ?» Oui, je prends une baguette et puis du pain, et une salade. Enfin... Et alors, quand vous ratez une Sciences Po, un truc comme ça, vous allez faire ce qu'on appelle du tourisme universitaire. En parapente, ça s'appelle du vol bivouac. Le vol bivouac, c'est un truc très chouette, c'est un peu la crème du parapente. Vous décollez d'un sommet, mais au lieu d'aller vous reposer dans la vallée et puis de rentrer en bagnole, vous vous reposez sur un autre sommet plus loin, sur une face est. Pourquoi ? Le soleil, le matin, va chauffer la face. Et quelle que soit la direction du vent météo là-haut, vous aurez un effet de brise, de pente, et donc vous aurez du vent de face pour pouvoir redécoller. Et donc vous redécollez, vous allez vous poser sur un autre sommet, vous bivouaquez, donc vous sortez la bouffe, vous dormez dans votre voile ou vous emmenez un duvet, une tente. Vous pouvez emmener du poids, hein, ça dépend de la taille de la voile, vous pouvez emmener un frigo, ça vous amuse. Enfin bref. Et donc vous dormez à 3006 au milieu des loups et des ours, là, et puis ensuite le matin vous repartez, voilà. Quand vous êtes très bon parapentiste et que vous n'avez pas peur de dormir la nuit en bivouac, vous pouvez traverser les Pyrénées comme ça pendant plusieurs jours. Il y en a qui le font, il y en a qui l'ont fait.
Vous pouvez même traverser les Alpes depuis Monaco jusqu'en Tchéquie. Vous pouvez aller très très loin, tout le cordon, tout l'arc alpin. Ça s'appelle du vol bivouac. Donc moi j'ai fait ça. J'ai fait ça. Vous avez raté Sciences Po, vous tiens, je vais faire une fac d'histoire. Tiens, je ferais bien une fac de droit. Ouais, tiens, je me suis inscrit en lettres modernes. Enfin, tu vois. Donc voilà. Donc moi j'ai fait une fac de droit. S'il y en a que ça intéresse, j'ai une licence de droit des affaires, mention droit de l'agriculture. Tu vois, un truc complètement, je ne me suis jamais servi, il ne sert à rien, mais enfin bon, j'ai ça. Et puis je me suis retrouvé, surtout à la rentrée scolaire 78, je me suis retrouvé dans une fac Le Pelletier de Saint-Fargeau. Je me suis inscrit en 78 à l'université libre et ouverte aux travailleurs de Paris 8 Vincennes. Et là, ma vie a rebasculé une deuxième fois. Tout a changé parce que pour la première fois de ma vie, on m'a pris pour un adulte. Et j'ai eu la chance de connaître cette fac, Vincennes. Alors il faut que vous sachiez, une fac Le Pelletier de Saint-Fargeau, il faut que vous sachiez qu'en 68, la revendication des étudiants, elle est extrêmement claire. Suppression du baccalauréat. Au nom de quoi on empêcherait quiconque de faire des études supérieures. Suppression des notes. On arrête ça, on change les modes d'évaluation. Les syndicats enseignants sont cramponnés aux notes parce que probablement c'est le pouvoir des enseignants la note. C'est aussi leur calvaire. Suppression des grandes écoles. Revendication de 68. Suppression des grandes écoles. En Belgique, il n'y a pas de grandes écoles. Il n'y a que des facs pour tout le monde. C'est la France, les grandes écoles. Etc., etc. Et il y a un ministre de l'Éducation en 69, juste après 68, qui s'appelle Edgar Faure. Mon pote. Edgar Faure, dans le gouvernement extrêmement réac qui va suivre 68, avec des gens comme Jean Royer, le maire de Tours et tout ça, dans le gouvernement de Gaulle, Edgar Faure, il va dire aux autres ministres, vous savez quoi ? On va leur faire la fac exactement comme ils la veulent. Et là, les autres disent, Edgar, ça va pas ? Vous aussi, vous avez fumé des trucs, c'est quoi le truc ? Il dit, non, écoutez, on va leur faire la fac comme ils veulent, simplement on va la sortir de Paris. On va la mettre dans un endroit où il n'y a même pas de transport en commun, en plein milieu du bois de Vincennes. Et puis, ils feront ce qu'ils veulent. Simplement, s'ils donnent des diplômes, s'ils donnent une licence de je sais pas quoi, d'histoire, ce diplôme ne vaudra que pour cette fac. On ne pourra pas l'échanger contre un diplôme de la Sorbonne. Il ne vaudra pas avec les diplômes de l'université française. Les autres s'en foutent. Ils s'en tapent des diplômes, c'est pas évident qu'ils vont en donner. Et donc vous avez des gens extraordinaires, toute l'intelligentsia française, donc Hélène Sixous, Madeleine Ribériou, Claude Mazorik, comment il s'appelle le mec à Créatac, Bernard Cassen, François Châtelet, le philosophe, après vous avez Deleuze et Guattari, Gâteuse et Delory, enfin bref, toute la bande, là, Lacan, tout le monde, tous, ils vont faire Vincennes, ils vont créer cette université ouverte aux travailleurs, où on s'inscrit sans le bac. Il faut juste être travailleur, ce qui à l'époque était le cas de tout le monde. Il fallait justifier 2 ans de fiche de paye, ce qui n'était rien du tout. Puis même, quand tu ne les avais pas, tu t'inscrivais quand même. Et ça a vidé, ça a marché. Ça a complètement vidé toutes les facs parisiennes, Sorbonne, Censier, Jussieu, de tous les gauchistes. Une épuration ethnique. Tous. Les PCF, les PC, les l'UJCML, les Mao Spontex, les pas Spontex, les trotskistes, les anards. Vous connaissez le truc, 3 trotskistes, c'est une scission, 2 anarchistes, c'est une librairie. Et donc, etc. Tout ça, tous ces gens-là se sont retrouvés à Vincennes. 32 000 étudiants dans une fac construite par un architecte de génie pendant l'été 69, pardon. Et donc des bâtiments, vous pouviez aller dans n'importe quel cours de votre choix. Par exemple, vous pouviez aller écouter François Châtelet faire cours de philo, vous pouviez aller écouter Lacan, ensuite vous alliez écouter Deleuze, il y avait une équivalence totale. Les cours étaient négociés avec le camarade enseignant. Camarade étudiant, qu'est-ce que vous voulez apprendre cette année ? Camarade enseignant, qu'est-ce que tu proposes ? Tu vois ? Les UV, les notes, parce qu'il y en a qui donnaient des UV. Est-ce que camarade étudiant, est-ce que tu penses que tu mérites l'UV ? Oui, je pense que alors je te le donne. Tu vois ? Vous allez dire, il y a des gens qui devaient tricher. Non, jamais. J'ai jamais vu personne tricher. Jamais. Et tricher pourquoi ? Il n'y avait pas de notes. C'est quoi le truc de tricher ? C'est débile. À Tolbiac, en droit, j'ai triché, oui. Avec des antisèches et tout. Mais à Vincennes, je serais mort de honte d'avoir fait ça. On me prenait pour un adulte.
Si je venais pas, on me demandait pas pourquoi j'étais pas là. Je suis un adulte, j'avais des raisons d'être empêché. Enfin, c'est quoi c'est incroyable. Il y avait des fresques sur les murs. Vous pouviez faire une fresque, personne ne vous demandait. Qui t'a donné l'autorisation? Vous étiez chez vous, c'était à vous, c'était votre fac. Ils avaient refait toutes les fresques de la station République. C'était magnifique, la station République, designée par le département arts plastiques de Vincennes. François Châtelet faisait cours à la station Déal. Il y avait trop d'étudiants. Il y avait 200, 300, 400 personnes assises par terre à la station Déal avec François Châtelet qui faisait cours de philo. C'est un truc incroyable. Et moi, je me suis inscrit là-dedans pour une raison très très bizarre, très très bête. C'est que j'avais passé mon BAFA pour être moniteur de colonie de vacances. Et là, je m'étais inscrit dans un truc, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, expression corporelle. Alors attention, hein, on est en 77. Expression corporelle en 77, c'est politique. De toute façon, en 77, tout est politique. Hein. Faire l'amour, c'est politique. Voilà. 77, c'est t'es engagé? Non, je suis pas engagé. Oh, le bouffon! Enfin, aujourd'hui, c'est t'es engagé? Ouais. Oh, le bouffon! Enfin, bref. Et donc je me retrouve dans un cours d'expression. Enfin, je me retrouve à l'expression corporelle. Quand vous découvrez que vous avez un corps, ça fait un choc. Moi, je croyais que j'étais une tête sur des jambes, tu vois. Pas du tout. Alors là, on est 4 garçons, 4 filles. Le mec, l'animateur, il vous donne un ballon, il dégonflait ce ballon, un ballon rose. Et là, il dit maintenant, vous allez engager une relation corporelle avec votre ballon. Non, pas ça. En 2 minutes, on est tous par terre en train de faire l'amour avec notre ballon, en train de le bavocher dessus. C'est le sein maternel. T'en as les mains qui éclatent, tu vois, pam, maman, tu vois. Donc on est 8 en train de se vautrer sur un ballon plein de bave, tu vois. Et là, au bout de quand on a bien bavé, il dit et maintenant, avec votre ballon, vous allez à la rencontre d'un autre ballon. Tu fais, là, tu cherches la plus belle nana du groupe, tu vois. Et là, tu vas frotter les ballons. 2 minutes, tu dégages le ballon, t'es avec la meuf. Plus rien à voir avec Sciences Po. J'avais adoré l'expression corporelle. Et là, le mec, il nous dit, il y a un endroit où ça s'enseigne, c'est à la fac de Vincennes. Inscrit. Et donc, je m'inscris dans le seul endroit où il y avait de l'expression corporelle, c'était à la licence d'animation socio-culturelle. Donc, on est en 78, à la rentrée 77-78. Alors, attention, animation socio-culturelle en 77, c'est le révolutionnaire. C'est celui qui va péter l'école, qui va péter la pédagogie, qui va tout changer. Hein. C'est le héros, l'animateur. Maintenant, c'est... Voilà. Bon. Et donc, l'animateur socio-culturel. Non, à l'époque, je suis animateur socio-culturel. Et donc on me remet une plaquette dans laquelle il y a marqué « Les études d'animation socio-culturelle à l'université libre et ouverte aux travailleurs de Paris 8 Vincennes sont orientées vers la remise en cause de toutes les institutions du capitalisme. » Cool. Ça me va. Ok. Et donc, pendant 3 ans, je vais apprendre à remettre en cause l'école, la famille, l'entreprise, Dieu, la religion. J'ai la remise en cause. Expression corporelle. Ah, j'en ai fait. Mais façon Vincennes. Séminaire d'expression corporelle samedi matin, Amphi H. Amphi H, c'est le seul où il y avait de la moquette. Venez dans des vêtements dans lesquels vous sentez votre corps. Samedi matin, t'as 400 clodos. Tu sens ton corps? Ouais, je le sens, ouais. Ouais, je le sens aussi, ouais. Là, on est 400 clodos, tu vois, filles et garçons dans des machins informes, tu vois, et là, une espèce de femme en noir qui arrive, qui dit « Camarades étudiants, vous êtes 400, je ne peux pas faire cours à 400 élèves, alors je vais m'absenter, vous allez choisir une méthode, et quand je reviendrai dans 10 minutes, il n'y aura plus que 50 d'entre vous. » Et là, on lui dit « Camarade enseignante, ici t'es à Vincennes, tu feras cours à 400 personnes. » Et elle dit « Ah d'accord. » Alors elle saute au milieu de nous, elle touche un pauvre gars sur la tête, elle lui fait « Camarade, tu fais une proposition corporelle aux autres membres du groupe. » Tu vois, l'autre il est là « Hein? Quoi? Moi ?» Le mec il est là, tu vois. Pas clair. Pas clair. Intéressant. Ah, intéressant.
Ah, oui, 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 cherche ton hou-ha, cherche ton hou-ha. Hou-ha, hou-ha, hou-ha. Puis nous, on est 399 à le regarder comme ça. Donc là, elle se tourne vers nous, puis elle dit « Et vous, vous allez le regarder faire hou-ha tout seul comme un con pendant 1 heure. 400 hou-ha, hou-ha, hou-ha. » Le journaliste du Figaro. Vincennes, une bande de drogués. Plus rien à voir avec Sciences Po. Alors, expliquer ça à ma mère, c'est chaud. Hein. Déjà, on était fâchés, on se parlait plus, j'étais parti faire de l'usine et tout, tu vois. Et donc, bon, de temps en temps, on se recroisait quand même en faisant la gueule. Et donc, elle me dit, mais tu fais quoi maintenant ? Je fais de l'expression corporelle, tu vois. Alors, dans le quartier, alors Madame Franck, votre fils, il fait quoi maintenant ? Ma mère, il fait de la danse. Oh, le mien aussi, il est pédé. Enfin, tu vois, je veux dire un truc... une cité en 77, quoi, tu vois. Enfin, bref. Et donc, moi, j'ai tout fait. J'ai fait toutes les thérapies californiennes qui arrivaient en France. Je les ai toutes faites. Tant mieux, ça me permet aujourd'hui de pouvoir les critiquer. J'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait du co-conseil, du développement mutuel actif, de l'expression totale, 4 jours, 4 nuits enfermé avec un groupe. J'ai fait de l'écriture automatique, j'ai fait du cri primal, j'ai fait de la gestalt thérapie, j'ai fait de la bioénergie, je les ai toutes faites. Bioénergie, 80 dans une salle. Bioénergie, c'est une thérapie régressive, tu vois. Alors vous êtes allongé sur le sol, allongez-vous sur le sol. Vous allez tout doucement, vous allez marteler le sol avec vos pieds et vos poings en murmurant de façon répétitive « Maman ». Et puis très progressivement, vous allez marteler plus fort et monter le volume de votre voix, mais très progressif. Ok, j'avais emmené une copine pour lui montrer, tu vois. On était là, maman, maman, maman. C'est assez glauque l'ambiance, t'as 80 connards, maman. Puis ça monte le truc, maman. 2 minutes. Il faut 2 minutes pour mettre un groupe d'adultes en régression. En 2 minutes, t'es là, maman, maman, maman. Le journaliste du Figaro. Ma copine, elle m'a dit « Tu m'emmènes plus jamais dans tes trucs de dingue !» Plus rien à voir avec Sciences Po. Et donc j'ai fait ça. On allait dans les cours qu'on voulait. Enfin, c'était extraordinaire. Enfin, c'était sublime. Enfin, Et alors, il s'est passé un truc qu'ils n'avaient pas prévu. C'est que ça marcherait. Parce que quand ils envoient le truc... ils pensent que ça va se planter, que ça va être un four, un bide. Or, Vincennes commence à intéresser vachement partout à l'étranger, et ils vont prendre une grosse claque quand une délégation américaine qui vient voir le système universitaire français ne demande à voir que Vincennes. Pas la Sorbonne, pas ces trucs-là. 32 000 adultes, moyenne d'âge 45-46 ans, pas un seul petit minet bachelier. Tu vois, ceux qui sortaient avec le bac, ils allaient faire une licence à la Sorbonne. Tu vois. Là, tu avais des femmes qui avaient réussi, qui avaient élevé leurs gosses, viré leur mari, qui se retapaient une licence d'histoire à 50 balais. Quoi, tu vois. Je veux dire, c'était énorme, c'était que des... C'était un rapport au savoir. On était tous transformés en chercheurs, on inventait des trucs. J'ai inventé des méthodes sur la mixité en sciences de l'éducation, des trucs. On me faisait confiance tout le temps, enfin un truc incroyable. Il n'y avait pas de notes. Et Vincennes a commencé à inquiéter le pouvoir parce que Vincennes était en train de faire la démonstration factuelle et non plus seulement théorique qu'on n'a pas besoin de notes pour apprendre. Qu'on apprend même vachement mieux sans notes. Et Vincennes était en train de démontrer ça. Et Vincennes était en train de faire vaciller tout le système universitaire français. Et là, ça rigolait plus du tout du côté du pouvoir de droite. Si bien qu'en 4 nuits d'août 1980, sachant qu'ils allaient perdre le pouvoir, ils savaient qu'ils allaient perdre le pouvoir en mai 81, en 4 nuits, pendant que les étudiants étaient en vacances, le maire de Paris, Jacques Chirac, et la ministre de l'Éducation nationale, Alice Saunier-Ceyité, ont fait ceinturer le bois de Vincennes d'un cordon de milliers de CRS
Et en 4 nuits, on rasait au bulldozer la totalité des bâtiments. Au lieu de récupérer, de démonter, il y avait c'est magnifique, hein, il y avait des trucs en aluminium, enfin voilà. Ils ont rasé la nuit. J'ai pris des photos, j'y étais. Ils ont rasé avec une navette de cordon de CRS. Ce qui vient que quand les étudiants sont revenus à la rentrée, il n'y avait plus rien à défendre. Vous avez un film d'Arte qui s'appelle Vincennes, l'université introuvable, où vous voyez des champs avec des fleurs. Vous ne pouvez pas deviner qu'il y avait une université de 32 000 étudiants à cet endroit-là. Ils ont effacé physiquement Vincennes, qu'ils ont recasé à Saint-Denis dans un bâtiment qui pouvait contenir 8000 personnes, dont le vrai nom est Paris 8, Vincennes à Saint-Denis. C'est le vrai nom de Paris 8. Et c'est des bâtiments d'architecture totalitaire, fasciste, vous savez, comme ils ont fait, répressive. Après 68, ils ont créé des facs où on peut communiquer à certaines tours, par certains étages. On ne peut pas rester dans le hall parce qu'il y a des cailloux, ça fait mal aux pieds. Enfin bref, un truc pour empêcher le rassemblement. Et donc voilà, je suis passé à Vincennes, j'ai changé Alors, j'ai fait un truc marrant, c'était que je commençais à être traversé par l'idéologie culturelle qui arrivait. Hein, Jacques Lang va arriver très bientôt. Et je décide en passant à Saint-Denis qu'en fait, le vrai révolutionnaire, c'est pas l'animateur. L'animateur, c'est celui qui apprend, qui aide les autres à s'exprimer. Mais oui, mais lui, qu'est-ce qu'il a à dire? C'est bien joli de vouloir que les autres s'expriment. Et donc, je décide que le vrai révolutionnaire, c'est l'acteur. Ouais, c'est celui qui monte sur scène et qui parle. Ouais. Donc je déchire mon diplôme d'animateur, enfin je le range proprement dans un tiroir, et je recommence tout en première année de théâtre à Saint-Denis, où je vais aller jusqu'en 5e année. Ça, je ne vous le raconte pas, parce que je n'ai pas le temps. Je ferai peut-être une conférence gesticulée un jour sur mes années de théâtre à Vincennes. Juste vous dire que, en gros, c'est des créations collectives à poil. Suppression du metteur en scène, c'est un fasciste. Suppression de l'auteur, c'est bourgeois, on n'a pas besoin de lui, pas de texte. Suppression, évidemment, des décors et des costumes, c'est bourgeois. Création collective à poil. On peut utiliser des textes si on les détourne. Hein. Donc j'ai fait Hamlet à poil, j'ai fait Peter en queue à poil, j'ai fait Aristophane à poil, j'ai tous fait à poil. Enfin, je veux dire, j'ai fait un Hamlet. Je suis en train de vous le raconter. On a le temps. Ouais, mais bon, faut qu'on finisse quand même la conf sur l'école. J'ai fait un Hamlet à poil. J'étais nu peint en or. Et j'avais le costume d'Hamlet sur moi. En fait, j'étais pas dedans, mais ça, le public ne pouvait pas le deviner. Parce que je voulais qu'à un moment, l'acteur reste seul sur scène, le personnage, et que l'acteur sorte du personnage. Tu vois pas un peu la mise en abîme, là ? Alors je commençais comme ça, il y avait un noir, puis je balançais la 6e pathétique de Tchaïkovski, non, 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 et dans le noir, il y avait 300 personnes à la fac. Dans le noir, j'avais un stylo lampe, clic, il y avait un œil qui s'allumait, un œil qui regardait les spectateurs qui sont venus regarder. Tu vois pas la mise en abîme de la mise en abîme ? Et là, je balançais le texte du Spectre dans Hamlet. Who are you who trouble that time of night? Qui êtes-vous, tu vois, aux spectateurs, qui êtes-vous qui venez troubler cette heure de la nuit? Qu'est-ce que vous cherchez? Mise en abîme, de la mise en abîme, de la mise en abîme. Tu vois, j'étais là 20 minutes comme ça avec un œil qui cause, tu vois. Puis à la fin, hop, j'éteins ma lampe et là, j'ai un gros rond vert devant la gueule. Où que j'aille, j'ai un rond vert. Je me suis cramé un œil, en fait. J'avais... Ça, il fait marrer. C'est con. J'avais... J'avais installé 15 glaces, 15 vitres sur des chaises, et j'avais imaginé, sans le tester, que si je donnais un coup de poing très fort à main nue dans le centre de la vitre, du 2 mm, normalement elle devait exploser sans me blesser. C'est les années 80. On va faire en vrai, quoi, on va pas tricher.
C'est les bourgeois qui trichent. Et donc j'étais là. Et donc j'étais là. My father bling, my father bling, you have much offended my father bling, bling. 15 glaces, j'explose. Des années après, le cours de danse, il se niquait les pieds dans les lattes du plancher. Et puis alors, j'étais peint en or, sauf que c'est pas de l'or, parce que c'est trop cher la peinture à l'or. En fait, c'est de la peinture au cuivre. Mais le problème du cuivre, c'est qu'au bout de 2 heures, il change de couleur. Et il devient vert. Hulk. Le mec, il venait me voir à la fin, vachement intéressant ton interprétation d'Hamlet, mais pourquoi t'es pas en vert? Non, mais je suis pas en vert. Non, mais j'ai tout fait. J'ai fait Léon Séléna, j'avais imaginé un truc pour Léon Séléna, pour le mariage de la princesse dans Léon Séléna de Buchner. À la fin, quand le prince et la princesse se marient, j'avais repéré un truc. Vous savez, les petits feux d'artifice tout nuls pour les gosses. Il y a des petits bâtons qui jettent des petites boules en couleur. Ça fait vert, bleu. C'est des trucs assez décevants, mais qu'on achète aux gosses, c'est pas dangereux. Donc je m'étais dit, putain, j'ai une super image, tu vois, en tant que metteur en scène de génie, tu vois. Je veux dire... les 14 acteurs qui font la cour du prince et de la princesse, au moment où ils sont unis par les liens du mariage, ils vont allumer leur truc et ils vont tourner autour et ça va faire un dôme de petites boules de feu, tu vois. Et donc je vais chez un artificier à Pigalle, à Paris, je dis bonjour, vous avez les bâtons qui jettent des boules en couleur? Le mec il me fait ouais, tac. Et dans mon souvenir, c'était plus petit le truc, tu vois. Donc je dis, il n'y a pas plus petit? Il me fait non, il n'y a que ça. Ok. Donc j'arrive avec mon putain de bâton, tu vois, puis j'explique la scène à mes acteurs. Alors il faut que vous compreniez que l'amphi de théâtre à Paris 8, c'est entièrement en velours. C'est-à-dire que c'est des rideaux en velours, des moquettes par terre, et puis il y a les projecteurs là-haut. Et donc j'explique, je dis voilà, vous allez allumer un truc, je vais vous en donner un chacun, vous allez courir autour du prince et de la princesse, ça va faire des boules. Les mecs, ils me connaissaient un peu, tu vois, ils disent mais c'est pas dangereux ta connerie, Franck? Je dis mais non, oh là là, les acteurs, arrêtez de vous faire peur avec votre ombre, hein, vraiment, on est là pour faire du vrai, enfin je veux dire, tu vois, on fait pas semblant, je vais vous montrer, voilà, ce que vous êtes chiant, oh, j'allume le truc. Rouge, Franck, arrête. Bleu, putain, merde, les mecs ils commencent à courir dans tous les sens, moi j'étais là, Franck, arrête. Arrête, Franck! J'ai putain, je vais foutre le feu dans ce putain de théâtre. Je dis le plafond, il est en ciment. Pas un 1000 watts, un projo. Blah! Comme ça. Ces cons-là, ils vont tous se réfugier dans les loges où il y avait du carrelage parce que il y avait des toilettes, des douches et tout ça. Ils vont tous se mettre là-dedans. Tout le reste, c'est du velours. Et moi, je réalise, c'est le seul endroit qui craint pas. Je vois les loges qui deviennent vertes. Franck, arrête! 25 boules! À la fin, t'as un gros nuage noir. Et là, on s'engueule. T'es vraiment un connard, Franck! Un truc comme ça. On a tout fait, j'ai pendu des acteurs par les pieds au plafond, les répétitions, mais ils étaient tout violets, tu vois, genre, bon on se dépêche, attends, c'est Franck qui me donne les indications, l'autre il est pendu, tu vois, enfin, tout fait, j'ai fait, allez, je vous raconte une dernière, j'ai monté Yvonne, princesse de Bourgogne, donc Yvonne, princesse de Bourgogne, de Gombrowicz, ça se termine par un repas, et ils vont mettre Yvonne en difficulté, parce qu'elle est timide en lui servant des filets de perche, et elle va s'étrangler et mourir. Donc le plan, c'est... On la met en difficulté, elle s'étrangle, elle meurt. C'est ce qui se passe, et donc c'est un happy end. Et donc, tu avais un homme, une femme, un homme, une femme. Donc les hommes étaient en smoking noir et les femmes en robe du soir blanche. Il y avait un homme, une femme, un homme, Yvonne, un homme, une femme, un homme, une femme. Et donc, le problème, c'est que du filet de perche, je voulais absolument ne pas tricher. Hein. On fait les choses en vrai, ce que je dénonce dans mon autre conférence sur Yann Fabre qui fait vraiment pipi par terre et tout ça. Donc moi j'étais complètement dans ce truc-là à ce moment-là. Et donc il est hors de question qu'on fasse semblant de manger du poisson, tu vois. Donc je les obligeais tous, chaque soir, à manger vraiment une boîte de maquereaux.
Donc, tous les soirs, ils étaient 14, on ouvrait 14 boîtes de maquereaux, et pendant la scène, on mangeait du maquereau. C'était un petit théâtre, et donc, si vous voulez, on a joué 3 semaines dans ce théâtre, et donc quand les spectateurs arrivaient, comment vous dire, il y avait une odeur tout à fait inhabituelle pour un théâtre. Ça fouettait le maquereau, mais d'une force. Puis en plus, ce con de chambellan, à un moment, il y a la scène où il se lève brutalement pour mettre Yvonne en difficulté, et il doit faire « Oh, majesté !» comme ça. Et ce con, il pique un bout de maquereau, et il fait « Oh, majesté !» Et là, tu as le bout de maquereau qui se colle sur un 1000 watts et qui commence à cuire en fumant. Et l'autre, il était là, t'avais tous les spectateurs qui le regardaient plus, qui regardaient le maquereau comme ça, pour voir combien de temps ça allait cuire le truc. Bon, bref. J'arrête avec le théâtre. Et donc j'ai complètement raté mon ascension sociale. Enfin, vous imaginez. Je veux dire, on est rendu loin des études de droit, de Sciences Po et tout ça, quoi. Enfin, c'est fini. Enfin voilà, je suis devenu zazou. Enfin bref. Alors pour ma mère, voilà, pour mes parents, ben voilà, c'était râpé, c'était fini. Ils ont essayé de recommencer avec mon frère, qui avait 11 ans de différence avec moi. Il a essayé de faire médecine, il n'a pas réussi. Enfin bref. Alors quand vous ratez votre ascension sociale, ben, il vous reste à atterrir. Donc il reste à voir la phase d'atterrissage. La phase d'atterrissage en parapente ne pose pas de problème. On repère un terrain. On repère le sens du vent pour poser contre le vent. On est trop haut, donc si le terrain c'est ça et si le vent arrive comme ça, on va faire des S face au vent pour ne pas se faire déporter si on tourne le dos. On va faire des S, c'est la phase de perte d'altitude. On fait des S comme ça, tranquille, et on descend doucement. Bon, ça on va dire c'est la NPE, comme ça. Arrivé à 25 mètres sol à hauteur de la cime des arbres, on arrête de faire des S. On s'aligne sur le terrain, on sort de la sellette pour avoir les jambes prêtes comme ça. On fait une grande ligne droite qui nous rapproche du sol. Ça, c'est le stage d'insertion. Et puis, au moment où les pieds vont toucher le sol, on freine l'aile et on la décroche. Et on est dans le RSA. On ne revolera pas, c'est fini. On ne refera pas une grande école, on ne retentera pas Sciences Po. C'est terminé. Quand on a raté la compétition, on ne deviendra plus jamais compétiteur. Si on aime vraiment ça, éventuellement, on peut devenir prof de parapente, puisque selon le vieux principe, ceux qui savent faire le font, les autres l'enseignent. Et donc, cette école inégalitaire, cette école injuste, qui met des notes, qui massacre, enfin bref, tout le mal que j'ai dit de cette école depuis maintenant plus de 3 heures quasiment, nous allons la perdre. Nous allons la perdre parce que le projet de l'Union européenne, qu'il ne faut pas confondre avec l'Europe, moi je suis pour l'Europe et contre l'Union européenne, ça ne fait pas de moi un extrémiste populiste ou je ne sais pas quoi. Le projet de l'Union européenne est la privatisation de la totalité des services publics, sans aucune exception. La directive service liste 13 domaines, plus un 14e qui s'appelle autres services, au cas où on en aurait oublié. Et donc, le projet de l'Union européenne, si vous avez voté oui au TCE, au traité constitutionnel, d'ailleurs même si vous avez voté non, en fait, vous avez voté pour la privatisation de l'éducation nationale, pour la destruction de l'objet éducation nationale, et pour sa privatisation. L'OCDE, alors vous avez un truc en France, un think tank, j'y peux rien, il n'y a pas de traduction, je crois, en français. Le think tank, alors un think tank, c'est une espèce d'officine qui fabrique des éléments de langage vers l'opinion publique. Vous avez le think tank européen est à Paris, il s'appelle l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous allez sur le site de l'OCDE, tout est public, tout est ouvert. Vous pouvez télécharger tous les rapports que vous voulez. Il faut savoir lire entre les lignes, bien sûr. Le but de l'OCDE est de faire passer dans les opinions publiques européennes la privatisation de la totalité des services publics. Et donc, il fabrique des éléments de langage. En 1999, il publie un rapport qui fait un petit peu friser les moustaches des syndicats enseignants,
puisqu'ils expliquent comment privatiser une éducation nationale dans un pays sans que les gens descendent dans la rue, sans que les parents s'y opposent, quels sont les éléments, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, quels mots il faut utiliser. Ils expliquent ça. Comme ça concerne à l'époque l'Afrique, le Brésil, tout ça, les syndicats enseignants vont laisser passer le truc en râlant, mais bon, le problème c'est que ça ne concerne pas du tout que l'Afrique, ça concerne la totalité de l'espace européen, puisque l'OCDE va écrire cette phrase extraordinaire que je connais par cœur: les perspectives de profit sur le marché éducatif mondial pour les investisseurs institutionnels. Donc depuis 2008, on sait maintenant ce que c'est que les investisseurs institutionnels. Ce sont les banques, les fonds de pension et les assurances qui jouent des milliards en bourse. Okay, les perspectives de profit sur le marché éducatif pour les investisseurs institutionnels sont de l'ordre de 1 à 7. Je mets 1 euro, j'en gagne 7, quand elles ne sont que de 1 à 2 sur le marché de la construction automobile. Et donc, est-ce que vous pensez que les investisseurs institutionnels sont assez zinzins pour laisser passer une perspective de 1 à 7 ? Il faut privatiser les éducations nationales. C'est déjà commencé dans certains pays d'Europe du Nord, c'est commencé en Angleterre. J'avais parié il y a quelques années que c'est Strauss-Kahn qui ferait ça. À l'époque où il était question qu'il devienne président de la République, ça ne sera pas lui. Je pense que ça sera Macron. Si vous lisez son programme concernant l'éducation, ces espèces de phrases vagues et généreuses qui consistent à libérer le travail, libérer l'école, enfin il veut libérer tout le monde lui, en fait c'est un projet extrêmement clair de privatisation de l'éducation nationale et son remplacement par des officines privées avec des logiciels éducatifs. Bayard Presse, tous ces gens-là sont prêts, tout le monde est prêt. On n'a plus besoin des enseignants puisque c'est le logiciel qui évalue votre progression dans la matière. Et donc, les Américains nous ont sauvés 3 fois dans notre histoire, en 1914, en 1939 et en 2011 au Sofitel. Et donc, vous avez un chercheur belge qui s'appelle Nico Hirt, qui anime un site qui s'appelle l'Appel pour une école démocratique, APED, dans lequel tout ça est expliqué très clairement. J'ai fait des ateliers, j'ai eu la chance de faire 1 ou 2 ateliers avec Nico Hirt en Belgique. C'est un type extraordinaire, il a tout dépouillé. Il explique comment la seule fonction désormais que l'Union européenne attribue à l'école, c'est la compétitivité sur le marché de l'emploi. Sauf qu'avec l'éducation nationale, c'est la merde, c'est pas possible. Il faut faire péter ce truc-là. Il faut confier la compétence éducative aux régions, les fameuses grandes régions, puisque l'OCDE a écrit que l'attractivité du territoire, traduisait la capacité à faire venir les entreprises sur cette région-là plutôt que chez ces bâtards de Poitou-Charentes, d'accord ? C'est quoi la région ici ? C'est centre, ouais. Et à côté, c'est Limousin, c'est ça ? Pays de la Loire d'un côté, et en dessous, c'est qui ? C'est Auvergne déjà ? Non, les grandes régions. Enfin bon, peu importe. L'attractivité d'un territoire, dit l'OCDE, se joue sur la capacité de ce territoire à dégager une élite sur 20 ans. Autrement dit, il faut faire péter l'éducation nationale qui nous continue de nous emmerder avec des impératifs d'égalité, des cartes scolaires, même si tout le monde triche avec ça. Et donc, il faut absolument avoir des lycées d'élite et des lycées poubelles. Ce qui n'est pas officiellement possible aujourd'hui et qui le deviendra complètement dès que Macron aura autorisé les régions à faire ce qu'elles veulent. Les régions n'en peuvent plus d'attendre. Elles veulent pouvoir complètement segmenter, péter le système éducatif égalitaire, enfin ce qui reste d'égalitaire dans le système. Et donc moi j'ai un problème en tant que gauchiste. Ce truc-là me rend schizophrène parce que avec tout ce que j'ai raconté depuis le début, allez, on va dire qu'une partie de moi serait prête à dire m'en fous. Quelle crève l'éducation nationale. S'ils sont encore à faire chier nos mômes avec des notes, à faire de la sélection à tour de bras, à massacrer les gosses et des conneries qui crèvent. M'en fous. Une partie de moi qui est négative comme ça, qui est noire. Mais il y a une autre partie de moi
qui se dit si l'éducation nationale crève et qu'elle est privatisée, c'est pas sûr que ce qui arrive derrière soit plus égalitaire. Et donc je suis plutôt à dire il faut surtout pas qu'elle crève. Il faut la sauver, il faut la maintenir, ou au minimum, quand ils vont nous coller le plan de régionalisation, d'augmentation des salaires des profs, vous ne faites aucune illusion. Hein. On va revaloriser le salaire des enseignants quand ça sera confié aux régions, donc ils accepteront, hein, tranquille. Au minimum, il faudrait qu'on soit capable d'imposer au niveau où ils vont nous le faire la même exigence d'égalité. Mais pour ça, il faut qu'on soit prêt à discuter. Parce que comme ils vont nous sortir des grosses salades du genre « ça créera de l'emploi », si on ne sait pas répondre à ça, si on ne sait pas démontrer qu'il n'y a aucun rapport entre l'école et l'emploi, aucun, allez sur le site de l'APED, allez sur le site, vous avez tous les documents, tout ça, tout est noté, c'est passionnant. On se fera avoir comme pour les retraites, quand ils nous ont dit il y a trop de vieux et plus assez de jeunes. Ils nous ont raconté un problème démographique débile. C'est pas une question de jeunes et de vieux, c'est une question de richesse. Y a-t-il oui ou non la richesse produite au temps T pour payer les gens qui ne sont plus employés par un employeur? C'est la seule question qui vaille. On s'en fout du nombre de jeunes. On s'en fout. Quand bien même il y aurait un seul jeune qui produirait la richesse pour 60 millions de vieux, ça marcherait le truc, d'accord? Bon, le mec, il faut qu'il y aille un peu, hein, je veux dire. Et donc, on n'a pas su répondre. On a su répondre trop tard. Trop tard, on a dit, mais non, mais c'est de l'enfumage, ça. C'est pas ça le truc. Donc là, ils vont nous faire le coup. Donc il faut qu'on se prépare. Et c'est l'objet de l'atelier de demain. Il faut qu'on se prépare à répondre. Il faut qu'on sache dire. Alors, je voudrais terminer sur trois schémas, enfin trois, je ne sais pas comment vous dire. Et puis après, on va arrêter, on va aller boire un coup de Bourgogne, parce que je me suis interdit de boire de l'alcool depuis ce matin, mais je peux vous dire que je vais me rattraper après. Et donc, on a presque fini, si vous avez encore un petit peu d'énergie. Trois choses à comprendre. La première, c'est un gars qui s'appelle Jean-Louis Derouet. Jean-Louis Derouet, il écrit un livre qui s'appelle « École et justice » en 1986, dans lequel il pose la question « Qu'est-ce qu'une école juste ?» Il fait une étude. Et il s'aperçoit qu'il y a trois types de réponses qui divisent l'école et qui vont faire péter l'éducation nationale sur la base de ces trois représentations, de ces trois imaginaires de ce que devrait être l'école, qui ne communiquent plus ensemble. Vous avez, dit Jean-Louis Derouet, ceux qui disent « l'école, elle est là pour instruire ». Nous sommes des enseignants, je suis prof de géographie, mon boulot c'est de transmettre de la géographie à des groupes d'élèves pendant des tranches d'heures, je ne suis pas travailleur social, je ne suis pas directeur, je ne suis pas animateur de MJC, foutez-moi la paix avec les problèmes sociaux des gosses, arrêtez de charger la mule, laissez-moi faire mon cours, si la petite machin chose, elle subit un inceste de la part de son beau-père depuis 4 ans, c'est très regrettable, mais ça n'est pas à moi de m'en occuper, que ça se traite là où ça doit se traiter. Et vous verrez, si vous nous laissez être de nouveau des enseignants de discipline, l'école sera de nouveau en phase avec sa société, ça sera de nouveau une école qui fonctionne, il n'y aura plus de chômage, blablabla. Les ayatollahs républicains, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, comment elle s'appelle, Charles Coutel, enfin bref, voilà, tous. Des gens très bien. Attention, vous lisez, moi j'ai lu le bouquin de Charles Coutel qui s'appelle « Que vive la République », vous fermez le bouquin, vous dites « Ouais, c'est vrai ». Ils font chier, merde, arrêtez de faire chier les profs, laissez-les, ouais, vive la République, allons enfants, tu vois, je veux dire, bon. C'est vachement bien foutu, hein. Vous avez la deuxième tendance qu'on appelle, enfin que ceux-là appellent méchamment, pour se moquer d'eux, les pédagogistes. Alors les pédagogistes, c'est des sociologues comme François Dubet, des gens comme ça, eux ils disent, écoutez, l'école n'est plus là pour instruire, c'est fini, c'est mort avec Internet. Les mômes n'en savent plus sur les États-Unis en regardant Internet qu'en écoutant le prof de géo, là, arrêtez votre délire. L'école est là pour éduquer, c'est-à-dire pour comprendre comment fonctionne la société et pour capable d'être là-dedans. Et donc, il faut faire rentrer à l'école, dans les programmes, les questions de société. Pourquoi les filles sont exclues du marché du travail, pourquoi, etc. C'est quoi l'inceste, comment ça... Je veux dire, il faut travailler. L'école doit être un endroit où on éduque à vivre dans une société. Et puis, vous avez la troisième tendance, nous dit Derouet, beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus discrète. La tendance Sarkozy, aujourd'hui la tendance Macron. La tendance Macron nous dit, écoutez, l'école n'est pas là pour instruire, enfin,
c'est dépassé. Elle n'est pas là pour éduquer, ce n'est pas son rôle. Elle est là pour former. C'est-à-dire que quand on sort de là, on doit avoir une place dans le processus de production. J'utilise quasiment les expressions de son programme. C'est-à-dire qu'on doit, en sortant de l'école, avoir un boulot. On doit avoir une place, un emploi. Et ceux qui sont le plus à même de savoir quels sont les besoins d'un bassin d'emploi, ce sont les employeurs. Donc, confiez les programmes dans un bassin d'emploi aux entreprises, aux employeurs. Et vous verrez, si vous faites ça, l'école sera de nouveau en phase avec sa société. Et quand on sortira là, tout le monde aura du boulot. Et Jean-Louis Deroette dit un truc génial. Il dit, en fait, ils ont tous les trois raison. C'est ça qui est extraordinaire. Évidemment que l'école doit instruire. Évidemment qu'elle doit éduquer. Évidemment que ça serait pas mal, en sortant de là, d'avoir une place dans le processus de production. Ce qui, en revanche, est impossible. Dans une société de chômage structurel de masse, hein, et 15 millions de chômeurs dans le 5e pays le plus riche du monde, hein, la crise, hein, redresser la France, redresser. 4e pays le plus riche du monde, les mecs. Je sais pas, il veut qu'on soit 4e, 5e, 3e, c'est quoi son truc? Enfin, je veux dire, il faut qu'on passe devant la Chine, c'est quoi le problème? Enfin, je veux dire, la crise, il faut se serrer la ceinture, l'austérité. 4e pays le plus riche du monde, qui a doublé son PIB en 17 ans. Hein. Depuis 1998 à aujourd'hui, il y a 2 fois plus de richesse en circulation en France. Hein. Elle n'est pas dans votre poche, c'est un autre problème. Hein. Ça, c'est pas une crise. Hein. C'est pas une crise. C'est autre chose. Bon, on n'a pas le temps, c'est une autre conférence. Et donc Jean-Louis Deroette dit ce qui est impossible, c'est de continuer à croire que ces 3 fonctions peuvent être remplies idéalement. Et donc ce qu'il faut, c'est faire un compromis. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord dans un bassin, dans un territoire donné. Il faut se mettre autour de la table avec les élus politiques, avec les parents, avec les enseignants, avec les syndicats enseignants, avec les simples citoyens, avec les élèves. Il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de cette école. Et il faut faire un compromis. Il faut lâcher un peu sur l'instruction, mais pas complètement. Il faut faire rentrer les problèmes de la société, mais pas que. Il faut travailler avec les entreprises, mais surtout pas leur filer les manettes. D'accord ? Il faut faire un compromis entre ces 3 fonctions pour garder le système entier. Et si on ne fait pas ce compromis, le truc va éclater. Et vous aurez enfin le droit d'avoir des écoles en centre-ville. Hein, ça s'appellera Charles Péguy. Et puis Marie-Cécile, elle fera de la trigonométrie dès la maternelle. D'accord ? Puis là, dans l'école Nelson Mandela, où Karine, il fera du rap, tu vois, je veux dire, parce que, écoutez, soyons sérieux, il n'en aura jamais besoin de la trigonométrie, on le sait. Naturalisation des rapports sociaux. Et puis vous aurez des écoles avec les dernières techniques de four à pizza pour les pizzaiolos et de sushi, parce qu'il y a un marché sur le sushi de folie, là, sur l'Indre-et-Loire, ok, et sur la pizza. Et donc on va former des mecs. Tu vois, et donc Jean-Louis Deroette dit qui aujourd'hui peut faire discuter ces 3 tendances pour pas qu'elles éclatent et pour qu'elles fassent un compromis? Pas les élus. Les élus ne prendront pas ce risque et puis ils attendent qu'une chose, c'est que ça pète pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Je parle des élus régionaux. Pas les profs. L'école ne peut plus être son propre recours. Il n'y a plus que l'éducation populaire, dit Jean-Louis Deroette, et puis Mérieux, et puis des gens comme ça. Et moi, j'assiste à un colloque à Tours en 2007, ou en 97, pardon, où 7 ministres disent c'est à l'éducation populaire aujourd'hui de construire, c'est-à-dire les associations qui se piquent de citoyenneté, les centres sociaux, les MJC, tous ces gens-là, ces trucs-là, les gens qui font de l'éducation populaire, c'est à eux de construire localement, de réunir les conditions d'une discussion entre des gens qui n'arrivent plus à se parler pour sauver le machin. Et moi, je suis allé voir Philippe Mérieux, quand il était directeur de l'INRP, et je lui ai dit banco, je travaille dans les MJC à l'époque, je bossais, je lui ai dit je vous trouve 20 MJC en France, on prend 20 villes, Poitiers, machin, et on fait une expérimentation pour construire intelligemment avec l'éducation nationale, le rectorat, les élus, pour construire une discussion. Il me dit, il me donne une somme, à l'époque c'était 20 briques, c'était 20 MJC, 20 briques, ça faisait 10 000 balles par maison, c'était bien pour commencer à bosser. Je réunis un collectif pendant 2 jours de directeurs de MJC, de MJC solides. Je parle pendant 2 jours, ils me laissent parler, ils terminent tous en me disant « Franck, super, génial ton analyse, on est complètement d'accord, mais on n'ira pas. » J'ai dit « Pourquoi ? On ne va pas faire chier l'éducation nationale. Qui je suis pour aller embêter l'éducation nationale? Quelle est ma légitimité?
Puis on a tous une légitimité, tous. On est tous experts d'éducation nationale, tous. On y a tous passé 18 ans dans ce machin. Je rigole. Demain, vous verrez, pour ceux qui viennent dans l'atelier, on sait tous quoi penser de l'école. Hein. Comment elle devrait être, pourquoi elle n'est pas, enfin, on le sait tous. Et donc si cette discussion ne se fait pas, le truc va péter. Ça, c'était la première... Je vous sens un peu plombé, là, par contre. Ça va ? J'en ai deux autres qui sont pires derrière. Hein. Vous voulez que je vous fasse rire ? Vous voulez une vanne ? Je peux raconter une vanne. Hein. Bon, je sens que vous voulez une vanne. D'accord. Il n'y a pas que devant le langage qu'on n'est pas égaux à l'école. Il y a devant l'écriture. Ça, c'est la maîtresse qui dit « Jules Édouard, qu'est-ce que tu as fait hier ? Madame, j'ai joué au bac à sable. Oh, c'est bien. Si tu arrives à écrire bac sans te tromper, je te donne un bon point. B-A-C. C'est bien. Et toi, Charles-Henri, qu'est-ce que tu as fait hier ? Madame, j'ai joué au bac à sable. Oh, c'est bien. Si tu arrives à écrire sable sans te tromper, je te donne un bon point. S-A-B-L-E. Oui, c'est bien. Et toi, Mouloud, qu'est-ce que tu as fait hier ? Madame, j'ai voulu jouer au bac à sable, mais ces deux-là, ils m'ont empêché de rentrer dans le bac. Quoi ? Vous avez fait ça, vous deux ? Non, mais ça va pas. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est de la discrimination ethnique éhontée. Tiens, Mouloud, si tu arrives à écrire discrimination ethnique éhontée... Deuxième schéma, le schéma de l'excès de culture. Pourquoi ? Soit un axe des abscisses X'(OX) et un axe des ordonnées Y'(OY). Souvenir. L'excès de culture, c'est qu'il faut qu'on sache répondre à l'argument qu'ils vont nous balancer, qui nous balance depuis Sarkozy, qui est l'école, il faut monter le niveau de l'école pour résoudre le chômage. D'accord ? C'est exactement le contraire. Soit, ici, on est en 45, il faut que j'écrive droit pour tout le monde, ici, on est en 73, et ici, on est en 2017 à Bourgueil. Donc ici, une ligne du temps. Et là, on va positionner le niveau culturel global de la population française tel que défini par des indicateurs fournis par l'INSEE. Le nombre de personnes qui ont le bac, le nombre d'ingénieurs, le nombre de personnes qui parlent anglais, le nombre de personnes qui ont plus que 25 livres chez eux. Enfin, ils font un indicateur et avec ça, ils dessinent le niveau culturel, le niveau d'instruction d'une population. D'accord ? Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un indicateur. Et en 45, regardez le truc génial. En 45, le niveau de la population culturelle française est très bas parce qu'il y a très peu, il n'y a que la très grande bourgeoisie qui fait des études supérieures. Il n'y a que quelques grands bourgeois qui vont faire des études. Sauf que la France est rasée, je vous l'ai dit, par des bombes américaines. Il faut tout reconstruire. Il faut des architectes, il n'y en a pas. Il faut des ingénieurs, il n'y en a pas. Il faut des gens qui parlent anglais, il n'y en a pas. Et donc c'est pour ça qu'on va ouvrir le système. C'est pour ça qu'on va mettre fin aux deux écoles, qu'on va créer le collège unique, l'école unique. Vous savez, à l'époque, pour ceux qui sont très très vieux dans la salle, il y avait la petite école et puis l'instituteur vous donnait ou pas le droit d'aller dans la grande école. Sinon, vous alliez faire l'ouvrier, d'accord ? On va arrêter ça, on va faire rentrer tout le monde dans le même truc. Et donc, le besoin des entreprises en matière de besoins culturels, il est beaucoup plus haut. Il est là. Sauf qu'il n'y a que ça en face. Et donc, on est dans une situation de plein emploi maximum parce que dès que vous sortez d'une entreprise, dès que vous sortez de l'école, vous êtes aspiré par une entreprise, tout de suite, qui va vous confier une tâche supérieure à ce que vous savez faire. Mais c'est pas grave. Vous rattraperez le retard, vous irez en formation, on n'a pas le temps. Et donc, on est dans une période que les économistes appellent de déqualification à l'embauche, surqualification à l'emploi. Ça va ? Si ça va pas, c'est pas grave. Et l'école va faire son boulot. Et le livre de poche qui arrive en 1963 va faire son boulot. Et la télé va faire son boulot. Avec la télé, on va découvrir ce que c'est que la psychanalyse, avec Mireille Dumas, des trucs comme ça. Et donc, vous avez le niveau culturel de la population française, grâce à l'école, va monter. Mais bien sûr qu'il va monter. Il va même monter vachement.
tous les ans, vous avez ces crétins de Express, Marianne, tout ça, le niveau baisse. C'est faux. Le niveau monte, il fait que monter. Sauf que le besoin des entreprises, il va monter aussi, mais moins vite. Parce que l'organisation du travail va rester une organisation scientifique, c'est-à-dire une organisation crétine. Et que l'entreprise ne va pas exploiter les compétences, les qualifications que va créer l'école. Et ça va croiser, cette courbe, la fameuse année 1973, qu'on estime être le début des emmerdes, le début de la crise, le début de la mondialisation, le début de toutes ces bêtises. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans une période très bizarre, qui est de surqualification à l'embauche, déqualification à l'emploi. Il y en a peut-être deux qui pigent. Non, ça va? Ça va? Bon. C'est dur à dire, par contre. Et regardez bien, le niveau que produit l'école est de plus en plus supérieur à ce qu'exploite l'entreprise. Et donc, on va prendre une fille qui arrive à se caser là-dedans, qui est secrétaire trilingue et qui va accepter de piquer le poste, l'offre d'emploi d'une secrétaire toute simple, secrétaire monolingue. Le patron, il voit la secrétaire monolingue et la secrétaire trilingue, elles acceptent tous les deux le même salaire. Il prend la trilingue. L'autre, elle va devoir piquer le travail de quelqu'un d'autre. L'autre, elle va piquer une fois et demie, elle va piquer le travail de la caissière à Auchan. La caissière à Auchan, elle va piquer une et demie, etc. Et donc, en bas, vous avez deux qui sortent du marché du travail pour une qui se case là. C'est une progression géométrique, ce n'est pas une progression arithmétique pour ceux qui, il y a quelques profs de, etc. Et donc, ce que j'essaie de vous montrer avec ce schéma de l'excès de culture, c'est que nous sommes tous en excès de culture. Et de toute façon, ne cherchez pas, la secrétaire trilingue, on lui laissera utiliser une seule langue pour coller des timbres toute la journée, hein, d'accord ? Et donc c'est ça qui crée du chômage. C'est ça qui crée le chômage de masse. C'est pas l'école. L'école fournit des gens extrêmement compétents. C'est le marché de travail qui ne les utilise pas. D'accord ? Et donc, si vous dites raison de plus pour passer plein de diplômes pour nos enfants, pour se caser là, hein, faut qu'ils fassent 2 masters, dont un aux États-Unis. Hein. Oui, c'est vrai individuellement, c'est faux collectivement. C'est vrai individuellement que si vous arrivez à caser votre fille ou votre fils là-dedans, il vaut mieux qu'il monte le niveau pour être là-dedans, à condition que vous ayez l'honnêteté de dire que vous n'en avez rien à foutre des deux qui sortent en bas. C'est vrai individuellement, c'est faux collectivement. Monter le niveau scolaire ne fait que augmenter le chômage. Plus vous montez le niveau scolaire avec une organisation du travail qui n'utilise pas, plus vous fabriquez du chômage, plus vous virez des gens en bas. Le pizzaiolo qui va être super formé, il va piquer le boulot de 2 pizzaiolos qui n'étaient pas formés. Il va faire le travail tout seul. Plus vous adaptez à l'emploi, plus vous fabriquez du chômage. Ça va ? Non, j'arrête avec les vannes, hein, démerdez-vous. Et enfin, le troisième schéma, et après, soit vous aurez envie de venir à l'atelier demain, soit de vous suicider, soit de me péter la gueule, c'est que nous connaissons exactement la structure de l'emploi dans les 10 années qui viennent en France, enfin en Europe, disons, en particulier en France, elle est très connue. Et ce sont 70% d'emplois ne nécessitant absolument aucune qualification et 30% d'emplois nécessitant de très très hautes qualifications. Voilà la structure de l'emploi en France dans les 10 ans qui viennent. Alors vous allez me dire, il manque des gens dans votre truc. Ou qui sont ceux du milieu ? Mesdames, messieurs, cette voile de parapente a été fabriquée, a été conçue en Allemagne par un ingénieur en recherche et développement. Ma voile précédente, c'était une Nova, c'était une marque autrichienne, a été fabriquée à Innsbruck, en Autriche. Elle a été conçue, pardon, j'ai dit fabriquée, a été conçue par un ingénieur en développement aéronautique à Innsbruck. Dans les 2 cas, ils ont envoyé les plans pour ma voile précédente au Bangladesh et pour celle-ci en Ukraine.
Là, vous avez du bac plus 3, bac plus 4, c'est-à-dire ce que fabrique massivement l'éducation nationale, qui vont assembler, avec des logiciels d'assistance de couture assistés par ordinateur, qui vont assembler les 2500 pièces de ce parapente pour qu'un petit occidental comme moi se mette en dessous sans prendre de risques. C'est un travail de... C'est pas n'importe quoi. C'est pas des petites filles aux pieds nus au Bangladesh avec du fil et une aiguille qui cousent à pied dans la rue. Hein. C'est pas ça. C'est des bacs plus 4, bengali ou ukrainiens. Ensuite, une fois qu'ils ont assemblé 40 000 voiles pour ce modèle, ils le renvoient en Allemagne. Et là, vous avez un cariste avec son Fenwick qui va réceptionner les colis et qui va les entasser dans un entrepôt. Et quand un gars comme moi, qui va bénéficier d'un licenciement, va avoir suffisamment d'argent pour décider de s'acheter enfin une voile neuve, ça coûte environ 3 000 € neuf. Puis il faut rajouter la sellette, il faut rajouter plein de trucs. Hein. Il y a un marché de l'occasion. J'en ai acheté une à 300 € il n'y a pas longtemps. Mais le jour où je décide de m'en acheter une neuve, parce que je peux, parce que j'adore ça, je rêve, le mec, il va aller avec son Fenwick, il va sortir le carton, puis on va me l'expédier par la poste. Ce que je suis en train de vous dire, mais je crois que vous avez déjà compris, c'est que quand Sarkozy ou quand Macron vont nous dire l'école fabrique des chômeurs, ça c'est ce qu'a dit Sarkozy, l'éducation nationale fabrique des chômeurs, il faut la changer. C'est dégueulasse. Mais non, l'éducation nationale fabrique des travailleurs, justement. Mais toute la production est délocalisée. Tout le bac plus 4, tout ce que vos enfants apprennent à faire dans du bac plus 4, c'est parti en Ukraine, en Pologne, au Bangladesh, au Vietnam. D'accord ? Et donc, il va falloir apprendre à nous défendre contre ça. Il va falloir apprendre à résister à ces arguments qui sont tous bidons. Et si on n'arrive pas à le faire, on pourra dire au revoir à l'éducation nationale. Le truc éclatera. On naturalisera les pauvres dans des écoles de pauvres. On augmentera le salaire des enseignants. On rémunérera certains enseignants à la performance de leurs élèves. Obama est un démocrate, a autorisé 16 États américains à rémunérer les enseignants selon les résultats de leurs élèves. Vous voyez ce que ça donne ou pas ? Ça donne une mise en compétition de tous les établissements les uns contre les autres. Les enseignants, dans un des ateliers que j'ai fait récemment, les enseignants qui ont accepté de faire passer à leurs élèves les tests de passage en 6e, puis qui ensuite l'envoient par informatique au rectorat, sont tous surpris de recevoir 3 semaines plus tard un classement de tous les établissements du département, des classes, des enseignants sont classés les uns par rapport aux autres, en fonction de la performance de leurs élèves. On est en train de transformer les parents en clients d'un service privé qui est l'école. Et donc résister à ça, c'est être capable de se défendre contre des bêtises comme les projets d'école, être capable de se défendre contre les logiques de compétences, être capable... Vous voyez ? Et pour ça, il faut qu'on s'y mette vite, parce qu'on a tous l'expertise de ça, on le sait tous. On n'est pas dupes, personne n'est dupe. Les gens ne sont pas bêtes, hein. Ils sont tous capables de comprendre ce que c'est que l'école et à quoi ça devrait servir. Alors, je vais vous quitter. Alors, si j'avais joué dans une scène nationale, j'aurais demandé une soufflerie. Mais enfin bon, on sent le manque d'ambition culturelle de cette municipalité. Le parapente n'avantage pas les gros. On ne peut pas être et avoir été. Et donc, je vais vous quitter sur mon message final, et puis après, on ira boire un verre de Bourgueil, et puis j'espère que, bien que ça soit dimanche, certains d'entre vous reviendront demain, étant donné l'importance du sujet, avec un casse-croûte, et puis qu'on fabriquera ici à Bourgueil de l'intelligence collective, puisqu'on a une mairie qui a la chance d'avoir invité cette conférence, qui n'est effectivement pas donnée à n'importe qui comme mairie, et du coup de pouvoir peut-être mettre en place un de ces fameux groupes de discussion sur l'école avec les enseignants, etc., avec l'intelligence politique réunie. Alors regardez la prise de commande, on prend les freins et on prend les avants, ça c'est les A.
je prends les freins et je prends les avants. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai les avants en main, quand je vais avancer, ce qui va se passer, c'est que les caissons vont se présenter les premiers au vent et ils vont se remplir. Et donc ma voile va prendre sa forme, elle va se gonfler d'air et elle va se lever au-dessus de moi. Puis à un moment, ils tiendront tout seuls, les élévateurs. Je n'aurai plus besoin de détenir les avances. Par contre, je garderai que les freins en main. Parce qu'à ce moment-là, je pourrais piloter ma voile avec mes freins et je ferai un pas, un tout petit pas. Et je décollais, on ne se jette pas en parapente. Hein. J'entends souvent dire tu sautes en parapente. Jamais, quelle horreur, je ne saute pas. Si tu fais comme ça te tire, ça te tire vers le haut comme ça. Puis il y a un moment, quand je suis au bord d'une falaise en Bretagne, j'aime beaucoup voler là-bas, je tiens ma voile debout comme ça, il y a les mouettes qui passent, il y a la mer, il y a le soleil qui se couche en face. Il y a ce moment absolument que j'adore personnellement, où je suis comme ça, je tiens ma voile, et puis il y a le moment où je fais juste ça, je fais... Et puis je m'envole. Et c'est un chouette truc, le parapente. Voilà, je ne vais pas l'attacher parce que ça ferait toc-toc sur le micro. Et donc, je vais vous délivrer mon message final. Mesdames, messieurs, il va falloir faire vite maintenant parce que ça nous arrive sur le coin de la figure à une vitesse. Vous n'avez même pas idée de ce qui se prépare. Mesdames, messieurs, il va falloir se battre pour arrêter les notes. Il va falloir se battre pour supprimer le baccalauréat. Il faudrait se battre pour supprimer les grandes écoles. Il faudrait se battre pour que tout le monde ait le droit de faire des études supérieures. Il faudrait se battre pour des écoles Le Pelletier de Saint-Fargeau. Il faudrait se battre pour qu'il y ait beaucoup plus de classes freinées. Comment ça se fait qu'il n'y en a que 300 en France ? Il pourrait y en avoir des milliers. Comment ça se fait ? Il faudrait mettre en place une discussion avec les élus, avec les profs, avec les parents. C'est pas grand-chose. On peut la mettre en place. Il faudrait souffler pour que je puisse m'envoler. Et là, vous vous mettriez à souffler. Alors moi, sur votre souffle, j'avancerais comme ça, puis ça résisterait. Alors j'insisterais, puis je la sentirais qui se lève au-dessus de moi. Puis juste quand elle serait au-dessus de moi, hop, je garderais juste les freins. Et puis je ferais un pas, un tout petit pas, je ferais comme ça. Hop. Et là, je serais assis, puis ça ferait comme ça. Alors j'irais tout droit, et j'attendrai, parce que je saurais qu'il est quelque part par là. Et à un moment, ça ferait comme ça. Alors je saurais qu'il est là. Alors j'y retournerai exprès. Et ça referait comme ça. Et là, je ne bougerais plus. Je me mettrais à tourner et je dirais « Papa, t'es là ? Papa, regarde. Je monte. Je monte, papa, regarde. Laisse tomber tes bouteilles de flotte, je t'offrirai ton chalet. Papa, regarde. Je monte. Je monte. » Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est le moment que je préfère dans le spectacle, en fait. Merci à la mairie. Merci. C'est une conférence gesticulée. Il y en a 200 aujourd'hui en France. Je sors la semaine dernière d'un stage où ils en sont à leur 2e session. Il y en a à peu près 40 à 50 nouvelles chaque année. C'est en train de faire tache d'huile.
Thierry Rouquet, mon collègue qui fait sa conférence sur la privatisation des services publics, il a une jolie phrase, il dit « Quand on aura tous fait notre conférence gesticulée, en face, ils seront morts. » Parce qu'on aura tous accepté de transformer notre expérience en un savoir politique et de l'échanger. Et donc, si vous voulez faire votre conférence gesticulée, n'hésitez pas, c'est ultra facile, vraiment. Donc, vous vous inscrivez dans un des stages. Il y a la SCOP de Tours, il y en a à Grenoble, à Toulouse, nous on est en Bretagne, l'Ardeur, le Contre-Pied, enfin, on a tous des noms idiots. Et donc, n'hésitez pas, un stage de conférence gesticulée, c'est comme un stage de parapente. On s'inscrit d'abord, on réfléchit après, d'accord ? J'espère qu'on sera quelques-uns demain. Voilà, pour essayer de voir, on a la chance d'avoir cette mairie-là, je ne sais pas pour dire, mais si on peut mettre en place un groupe ici qui se met à travailler sur ces questions-là avec l'école, qui se prépare, qui fait savoir des choses, enfin bref, qui fait un peu d'intelligence collective, l'enjeu est absolument décisif. Inscrivez-vous, faites du parapente cette année. Franchement, écoutez, en juillet, allez dans les Pyrénées, dans les Alpes, prenez n'importe quelle école, inscrivez-vous, faites-vous plaisir, c'est génial ce truc. Et puis je vous remercie d'être resté aussi longtemps.